je suis professeur de physique en classe préparatoire et j'ai connu une des facettes d'Agnès qui a été ma collègue de mathématiques pendant quelques années au lycée Fermat. Mais vous avez pu voir sur le site, je pense qu'elle a de nombreuses autres facettes que je connais moins et que j'ai bien présentées, n'est-ce pas? Voilà, avec la conférence, donc, Rencontre au pays des maths. Merci. Merci Paul. Et je remercie aussi Joseph pour toute la présentation que tu as faite et toute la com. C'était chouette. Et merci de m'avoir donné cette opportunité de faire une conférence. C'est toujours des moments qui sont un peu stressants quand même, j'avoue, et toujours, c'est aussi satisfaisant. Il faut un peu sortir de sa zone de confort, comme on dit. Alors, donc ma conférence s'intitule Rencontre au pays des maths. Je vous dis tout de suite, ça ne sera pas un cours de maths, hein, donc voilà. Même si, je la mets un peu en fonction des réactions, j'ai prévu quelques petits calculs un peu rigolos à la fin, enfin rigolos, que les matheux trouvent peut-être rigolos, mais on verra. Oui, je vous avais aussi demandé, oui, j'ai aussi prévu quelques petites énigmes, je vous avais demandé si c'était possible d'avoir du papier et du crayon. Bon, enfin voilà, je serai un peu sollicitée. Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui m'amène à vous parler aujourd'hui? Comme disait Paul, j'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai fait donc des mathématiques, beaucoup. J'ai fait des études de mathématiques, j'ai enseigné les mathématiques pendant 25 ans en prépa. Mais j'ai également, je fais également du poème, du dessin, j'ai écrit des livres, j'ai écrit des textes. Et on va dire peut-être avec le recul, je vois un peu ce qui est un peu le fil directeur de ma vie et qui est quelque chose autour de comment relier les maths, l'art et les personnes. Donc voilà les différents livres que j'ai écrits. Le premier livre qui s'appelait Parlez-vous maths, c'était un livre qui était vraiment sur le langage mathématique. Donc vous allez voir, je vais vous en parler un peu. Et sur le fait que les mots du langage mathématique sont des mots du langage français. Bon, par exemple, un nombre complexe, c'est un mot qui est utilisé en français et aussi en mathématiques. Le mot partie, c'est un mot qui est utilisé en français et aussi en mathématiques, mais pas forcément exactement avec le même sens. Et donc, voilà, avec un collègue, on s'était amusé à faire une sorte de dictionnaire français maths. Bon, sinon, j'ai écrit des livres plus de pédagogie, des livres de poésie, et le dernier livre que j'ai écrit, Rencontre au pays des maths, c'est un peu celui-là qui m'amène aujourd'hui ici. Et le dernier livre que j'ai écrit, mais qui n'a pas encore d'éditeur, c'est un livre pour enfants qui s'appelle Petit rond au pays des triangles, parce que je suis aussi grand-mère, et donc je me suis dit que j'allais donner le goût des maths à mes petits-enfants, et j'aurais écrit des histoires qui parlent de maths, mais pas que. Bon, vous éventuellement, si vous voulez lire et vous feuilletez tout ça à la fin, c'est possible. Donc je vous disais que j'écris des poèmes, et donc voilà, chacun de son côté de la boule, diamétralement opposé, ruminant sur le caractère relatif de l'autre. Donc la contrainte que je me donne, c'est je choisis au hasard des mots du langage mathématique et j'écris quelque chose avec. Donc peut-être que vous pourrez reconnaître les mots des maths. Ici, il y a côté, remarquez, c'est aussi un mot des maths. Bon, c'était boule à la base, opposé, diamétralement et relatif. Voilà. Je fais aussi des dessins. J'en fais toutes sortes, mais ce que je vais vous présenter dans la conférence, voilà, au passage, c'est surtout une recherche sur comment utiliser l'écriture mathématique comme motif. Et voilà, donc c'est vraiment des recherches, ça c'est un dessin qui date de 22, là aujourd'hui je ne suis plus tout à fait à cet endroit-là, mais voilà, ça fait partie de ma recherche. Voilà donc pour la présentation. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout, mais bon, voilà ce que j'ai prévu. Je vais vous présenter deux mathématiciennes, Hypatie d'Alexandrie et Ada Lovelace. Bon, Ada Lovelace qui est aussi informaticienne. Je vais vous raconter l'histoire du zéro, enfin un petit bout. Vous poser quelques petites énigmes mathématiques. Vous parler de la beauté des maths et aussi du côté subversif des maths. Donc voilà, tout ça c'est tout ce que je vous présente, bien sûr c'est très subjectif. Et on parlera un peu de Ramanujan qui est mon mathématicien préféré, enfin c'est le top dans ma liste, et dans la liste de pratiquement tout le monde d'ailleurs. Et d'un paradoxe sur la somme des antinaturels. Si
vous avez la foi, je vous proposerai de faire un petit atelier poésie et puis après on pourra discuter. Voilà, donc bon, je pense que je vais essayer de parler 1 heure et demie, peut-être max, et après on aura un peu le temps de discuter. Alors, on va parler d'Hypatie d'Alexandrie. Alors pourquoi j'ai choisi de parler d'Hypatie d'Alexandrie? Parce que c'est la première mathématicienne connue. Donc en fait connue au sens où la vie est bien documentée. Il y a peut-être eu des personnes avant elle, donc j'ai regardé un peu dans Wikipédia, il y aurait peut-être une certaine Théano, mais c'est pas clair du tout, ni même qu'elle ait existé. Bon, j'ai mis femme de Pythagore, déjà il y a pas mal de gens aussi qui se demandent si Pythagore a existé, donc voilà. Et il y a très peu de documentation sur elle. Et puis une autre femme qui est Pandrosion d'Alexandrie, mais pareil, il y a une espèce d'ambiguïté, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'était une femme, et les gens qui ont documenté sa vie se disaient que c'est pas possible que ce soit une femme qui fasse des maths. Bon bref, tout ça, c'est pas très clair. Donc la première femme qui est vraiment acceptée comme mathématicienne bien connue, c'est Hypatie d'Alexandrie. Et au passage, fun fact, comme dirait la jeune génération, il y a seulement 18 femmes qui sont nées avant 1800 qui sont considérées comme des mathématiciennes par Wikipédia, et 77 entre 1800 et 1900. Et ça fait sans doute qu'en ce moment, il y a énormément de débats sur les mathématiques, sur la France et les mathématiques, les filles et les mathématiques. Bon, voilà, donc ça, c'est des questions qui m'importent aussi, qui nourrissent aussi ma démarche. Par exemple, d'être là ce soir, d'écrire des livres pour enfants, de parler de femmes mathématiciennes. Voilà, on pourra peut-être en débattre. Alors, Hypatie, donc, ses dates, c'est 355, c'est pas très sûr. 415, par contre, c'est la date de sa mort, oui, ça, malheureusement, vous allez voir pourquoi, c'est sûr. Et donc, Alexandrie, à l'époque, c'était une ville très très importante, hein, la deuxième ville après Rome, c'était un centre culturel très développé. Et voilà, et bien sûr la bibliothèque que vous connaissez. Alors elle était, bien sûr, à l'époque on n'était pas que mathématiciens, c'était beaucoup moins cloisonné qu'aujourd'hui. Elle était, on va dire, philosophe, astronome, mathématicienne. Et sa vie a été racontée par différentes personnes, et en particulier par un historien contemporain qui s'appelle Socrate le Scolastique. Donc je vais vous lire le texte, hein, même si je ne doute pas que vous savez lire, mais... Donc il y avait à Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille du philosophe Théon, qui avait atteint de tels sommets dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps. Disciple de l'école de Platon et de Plotin, elle exposait les principes de la philosophie à ses auditeurs, dont beaucoup venaient de loin pour recevoir son enseignement. Grâce à la maîtrise et à l'aisance qu'elle avait acquise en cultivant son esprit, elle n'hésitait pas à apparaître en public en présence des magistrats. Elle n'éprouvait pas non plus de gêne à se rendre à une assemblée d'hommes, car en raison de sa dignité et de sa vertu, il en admirait d'autant plus. Donc c'est intéressant de voir comment déjà ses contemporains la considéraient. On voit bien qu'en tant que femme, il y avait quand même des choses qui ne sont pas évidentes, hein, aller à une assemblée d'hommes, etc. Mais elle a réussi à avoir une place complètement reconnue et à part. Elle était célibataire. Donc ça, je pense que ça l'a grandement aidé à consacrer son temps à l'étude et aux mathématiques et à la philosophie. Et c'était vraiment, par ses contemporains, reconnu comme un des plus grands esprits. Et elle avait une grande influence politique. Ça me fait penser, par association d'idées, à Mariam Mirzakhani, qui est la première femme à avoir eu la médaille Fields en mathématiques. Enfin, la médaille Fields, c'est court, c'est forcément des maths. La médaille Fields, c'est... on va dire la distinction, alors c'est pas l'équivalent du prix Nobel tout à fait parce que ça récompense un mathématicien ou une mathématicienne de moins de 40 ans sur un résultat particulier, alors que le prix Nobel c'est plutôt sur toute la carrière, égal l'équivalent du prix Nobel pour les maths qui est le prix Abel. Mais en tout cas, Mariam Mirzakhani, elle est iranienne, et elle était iranienne, malheureusement elle est décédée, et justement, alors je sais pas si c'est tout à fait, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier, mais j'ai discuté avec quelqu'un hier qui me disait que les gens, les Iraniens auraient considéré que oui, elle était l'égale d'un homme et que à ce titre, elle pouvait apparaître non voilée ou des choses comme ça. Donc moi, je trouve qu'il y a une espèce de rapport
homme-femme qui ressemble à ce qui peut-être se passait au Iran. Bon, je pense quand même qu'à l'époque, Alexandrie, c'était quand même plus libre. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Hypatie? Alors, assez paradoxalement, on connaît quasiment... Enfin, on n'a pas de choses qu'elle a faites directement. On a des on-dit, elle a fait ci, elle a fait ça, mais on n'a pas d'ouvrage qu'elle a écrit, enfin, ça ne nous est pas parvenu. Alors, elle était fille de Théon, donc Théon c'était mathématicien, le directeur du muséum, et en fait, c'est quelqu'un qui l'a élevé, qui l'a éduqué, qui lui a permis d'avoir accès à tous les savoirs de son époque. Alors, je ne sais pas si c'est courant ou pas pour les filles, mais je pense que ce n'est pas si courant que ça. Elle a donc été d'abord son élève, puis sa proche collaboratrice, et elle a vraiment dépassé dans ses travaux. Donc, il y a simplement les titres de ces ouvrages qui nous sont connus, et en particulier l'Almageste de Ptolémée. Donc, Ptolémée, c'est un savant grec qui avait des tables astronomiques qui ont été utilisées par les marins jusqu'à la révolution de Copernic et Kepler, mais donc elles étaient assez précises et assez utiles. Et donc, elle les aurait traduites, elle les aurait complétées. Donc voilà, ça c'est un des travaux qu'elle a fait. Donc voilà, ça c'est tiré de la Bibliothèque nationale de France, un extrait de l'Almageste de Ptolémée. Donc moi, ça m'intéresse aussi sur un plan artistique, parce que, bon d'abord, bien sûr, je comprends rien au texte. Je ne sais pas dans quelle langue c'est écrit. Enfin, il y a différentes langues, il y a des dessins qui sont mélangés. Enfin, voilà. Je trouve qu'en soi, c'est très beau, même si on comprend rien. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, Hypatie? Elle a fait des commentaires sur les arithmétiques de Diophante. Alors, les arithmétiques de Diophante, c'était un livre de problèmes de maths écrit par Diophante, on en parlait tout à l'heure. Donc, il proposait 100 problèmes de maths sur des problèmes sur des nombres entiers. Et donc, elle a rédigé des solutions. Alors, c'était pas très clair dans mes recherches. Est-ce qu'il s'est perdu? Est-ce qu'on l'a retrouvé? Est-ce qu'en fait, on a retrouvé quelque chose qu'on a attribué à Diophante, mais il serait intervenu? D'ailleurs, je profite au passage pour dire que moi, je ne suis pas historienne des maths, quoi que ce soit, je suis tout à fait autodidacte. J'essaye quand même de vérifier mes sources, mais je me suis pas mal inspirée de Wikipédia et d'autres, des fois, je trouve aussi des textes de chercheurs, etc. Voilà, je fais au mieux pour vous livrer des choses que je pense justes, mais voilà, je ne suis pas non plus spécialiste. Si jamais je sais que souvent il y a des chercheurs spécialistes dans la salle de différents sujets, donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas tant de documents, c'est pas non plus si simple de s'y retrouver. Donc elle aurait aussi fait un commentaire. À l'époque, on faisait beaucoup de commentaires sur les livres qui étaient eux-mêmes des commentaires, etc. Bon, celui-là, il est perdu. Donc pourquoi on sait qu'elle a travaillé là-dessus? Parce que, comme vous avez vu, sa vie était très bien documentée par les historiens. Donc, voilà. On sait aussi qu'elle savait construire des astrolabes, donc ces fameux instruments qui servent à déterminer sa position sur une planète. Et il y a un texte qui dit qu'elle aurait inventé l'hydromètre, qui sert à déterminer la densité d'un liquide ou... je ne sais pas si elle l'a construit, mais peut-être imaginer. En tout cas, elle avait énormément de talent. Voilà un astrolabe. C'est un instrument que je trouve très beau aussi en soi. Alors, elle a été une enseignante, elle a créé une école privée. Donc ça, par contre, là j'ai lu des différents documents écrits par des spécialistes qui disaient que justement, souvent on dit qu'elle a pris la succession de son père, au muséum, etc. Ça, tout ça, c'est pas possible, parce que ça n'allait pas jusque-là. Le fait qu'elle soit une femme, il ne pouvait pas lui permettre de faire ça. Mais elle a créé une école, et ce qui est intéressant, c'est que c'était une école ouverte à tous. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à l'époque, à Alexandrie, il y avait des païens, des juifs, des chrétiens, et que globalement, tout le monde vivait en bonne entente. Et elle était païenne, mais en fait, elle était, je pense, avant tout mathématicienne et philosophe, donc son école était ouverte à tous. C'était une école un peu sur le modèle pythagoricien, donc c'est-à-dire les élèves étaient soumis au secret, il y avait des mystères, qui n'étaient que des mystères, enfin pas que, c'était des mystères philosophiques et mathématiques, donc de grands mystères, mais voilà, il n'y avait pas de choses scabreuses. Et elle a eu une grande influence politique, ça c'est très important, et elle était proche du préfet impérial, du gouverneur d'Égypte, Oreste, donc lui qui était préfet entre 412 et 415. Donc vraiment c'était une figure d'Alexandrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
il y avait un patriarche qui était, on va dire, le chef des chrétiens, qui s'appelait Théophile, donc voilà, l'évêque d'Alexandrie, qui était quelqu'un de très ouvert, très tolérant, etc. Bon, malheureusement, il est décédé, donc il y a son neveu, je crois, qui lui a succédé, Cyril. Alors Cyril, il n'avait pas du tout l'envergure intellectuelle et humaine de son père, et comme souvent c'est le cas, les gens médiocres, ils se vengent en étant violents. Et en fait, donc, il a lutté contre les hérésies et il a décidé de s'en prendre aux Juifs. Et donc, évidemment, il a commencé mais ça mettait du bazar dans la ville, voilà, enfin du désordre. Ça plaisait pas trop au préfet Oreste, donc voilà, Hypatie qui était proche d'Oreste, ils sont un peu offusqués de tous les ordres qui allaient, et se sont opposés à Cyril. Je ne sais pas exactement s'ils ont discuté avec lui, s'ils lui ont fait des remontrances, etc. Donc en tout cas, Cyril, ça ne lui a pas plu, il a accusé Hypatie de sorcellerie, voilà, enfin, c'est aussi un truc qui dure encore. Et il a dressé la population des chrétiens contre elle. Alors, lui, il n'a pas mis les mains dans le sang, mais enfin, à cause de ces allégations, elle a été assassinée de manière horrible en pleine rue. Elle a été traînée jusqu'à ce qu'elle meure, et ce que j'ai lu aussi, c'est que peut-être Oreste aurait été au courant. Enfin bref, la politique à l'époque, c'était très très différent de ce que c'est maintenant. Ça a été un grand choc parce que quand même les philosophes à l'époque étaient préservés de la violence. Donc elle était vraiment considérée comme martyr de la philosophie. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, et moi, alors là pour le coup en préparant, ça m'a vraiment choqué, parce que Cyril, il est vraiment considéré comme saint. Il est considéré comme saint à la fois par les catholiques et les orthodoxes. Donc voilà, j'ai mis ce petit texte là en 2017. Le pape Benoît XVI rend hommage à Cyril d'Alexandrie, pour lequel il déclare: Cyril, encore jeune, fut élu évêque de l'influente église d'Alexandrie en 412, qu'il gouverna avec une grande énergie pendant 32 ans, visant toujours à en affirmer le primat dans tout l'Orient. Saint Cyril d'Alexandrie a été un témoin inlassable et ferme de Jésus-Christ, Verbe de Dieu incarné. Voilà. Voilà un peu à quoi ça pouvait ressembler le massacre d'Hypatie. Donc ça, c'est une image qui a été faite en 1866. L'évêque, alors pareil, au 7e siècle, on peut lire en ces temps-là apparut une femme philosophe, une païenne nommée Hypatie, et elle se consacrait à plein temps à la magie, aux astrolabes et aux instruments de musique, et elle ensorcela beaucoup de gens par ses dons sataniques. Et le gouverneur de la cité l'honorait excessivement. En effet, elle l'avait ensorcelé par sa magie. Et il cessa d'aller à l'église comme c'était son habitude. Une multitude de croyants s'assembla, guidés par Pierre le magistrat, lequel était sous tous aspects un parfait croyant de Jésus-Christ. Et ils entreprirent de trouver cette femme païenne qui avait ensorcelé le peuple de la cité et le préfet par ses sortilèges. Et quand ils apprirent où elle était, ils la trouvèrent assise et l'ayant arrachée à son siège, ils la traînèrent jusqu'à la grande église appelée Césarion. On était dans des jours de jeûne, ils déchirèrent ses vêtements et la firent traîner derrière un char dans les rues de la ville jusqu'à ce qu'elle mourût. Et ils la transportèrent à un endroit nommé Cinaron où ils brûlèrent son corps. Et tous les gens autour du patriarche Cyril l'appelèrent le nouveau Théophile, car il avait détruit les derniers restes d'idolâtrie dans la cité. Voilà, donc voilà l'histoire d'Hypatie. Alors, donc, toutes les mathématiciennes ne finissent pas comme ça, heureusement. Mais bon, voilà. C'est aussi la raison pour laquelle sa vie est bien documentée. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, mais en fait, c'est construit un peu un mythe autour d'Hypatie. Déjà, là, c'est un tableau de Raphaël, et j'ai un peu entouré là en rouge. Il y a, on dit que il aurait représenté Hypatie, mais bon, la personne qui a commandé le tableau, c'est le pape, donc je crois pas qu'il était tellement. Enfin, bon, ce serait peut-être la première apparition d'Hypatie en 1483, dans ces années-là. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite après la mort d'Hypatie, en fait, il y a eu des guerres de religion qui ont commencé entre les païens et les chrétiens. Hypatie, elle a été récupérée parce qu'elle n'était pas du tout anti-chrétien, hein, comme je vous l'ai dit, par les païens qui en ont fait une sorte de figure de la lutte contre le christianisme.
J'ai vu qu'au Moyen-Âge, la figure d'Hypatie avait été récupérée pour lui faire incarner les vertus du christianisme, ce qui est assez rigolo, si l'on veut. Et au siècle des Lumières, elle a été à nouveau récupérée pour en faire un symbole d'opposition au christianisme, donc elle est bloquée dans l'encyclopédie Thibaut. Au XIXe siècle, là ça a été vraiment le retour des auteurs néo-hellénistes, etc. Donc c'était une figure évidemment tout à fait littéraire. Elle est considérée comme la première sorcière exécutée par les chrétiens. Au XXe siècle, elle est devenue un symbole du mouvement féministe et reste toujours une grande source d'inspiration dans les arts et la littérature. Oui, tout à l'heure, je ne l'ai pas commenté, mais c'était une photo tirée d'un film qui s'appelle Agora, qui retrace de façon assez romancée la vie d'Hypatie. Voilà, première étape. C'est une formule que j'aime beaucoup. La sorcière, je vais vous le lire, parce que quand même tout le monde ne sait pas lire les maths, et c'est très beau à entendre, je trouve. Somme de k égale 1 à l'infini des 1 sur k au carré égale pi carré sur 6. Voilà. Un petit poème. Il est naturel de penser se développer en intégrant des normes non choisies, mais c'est plus complexe que ça. Les mots des maths, là, c'est naturel, développer, intégrer des normes et complexe, évidemment. Ça, c'est un tableau que j'ai dessiné pour illustrer le théorème des 4 couleurs, qui dit que dans toute carte géographique, on peut imaginer que ça représente une carte géographique dont les pays sont pas trop n'importe comment, ils peuvent être en 2 morceaux, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait un pays qui soit entouré complètement par un autre, et puis qu'il y ait un bout ailleurs, etc. Enfin, il y a quelques contraintes. Mais enfin, que toute carte géographique peut être coloriée à l'aide de 4 couleurs, de sorte que 2 pays qui ont une frontière consécutive ne soient pas de la même couleur. Par contre, s'ils sont reliés par un point, ils peuvent être de la même couleur. Et là, c'est un théorème qui a été démontré assez récemment et qui a été démontré à l'aide d'un ordinateur. Donc en fait, on n'a toujours pas de démonstration sans ordinateur, ce qui laisse sur la fin un certain nombre de mathématiciens. Le principe, c'est qu'on a réduit les situations à, je ne sais plus, 1 millier, et puis après, on a tout testé par ordinateur. Donc voilà, tu vois, c'est un des premiers théorèmes qui a été démontré comme ça. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait parlé de Diophante, donc Diophante d'Alexandrie, du 2e ou 3e siècle, c'est pas très clair. Il a écrit ce livre, là, donc les Arithmetica. Alors, je n'ai pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais sachez quand même que ce livre a joué un très grand rôle dans le théorème de Fermat. Voilà, ça, c'est un sujet peut-être pour une autre fois, ou sinon c'est un sujet très bien documenté. Donc sur la tombe de... Oui, alors Diophante, lui, il posait des questions, c'était des équations dont les solutions sont des entiers et dont les coefficients sont des entiers. Par exemple, l'équation de Pythagore, peut-être vous avez calculé, enfin, je ne sais pas, alors je n'ai pas trop d'idées s'il y a des mathématiciens chevronnés dans la salle, voilà, ou pas. Je vais essayer de m'adapter à tout le monde. Puis l'équation, le théorème de Pythagore va dire que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, z au carré, si z c'est la longueur, z au carré égale x carré plus y carré. Voilà, ça c'est un exemple d'équation diophantienne qui a comme solution, par exemple, 3, 4, 5 plus 2, 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Alors, donc voilà, lui, il a posé des tas de problèmes comme ça. C'est des problèmes qu'on résout toujours au lycée, il en prépare, qui sont des problèmes très intéressants. Et donc, sur sa tombe, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait graver ou si c'est... enfin, sûrement pas quand même, parce que j'imagine qu'il ne pouvait pas trop prévoir. Mais enfin, voilà. Donc ça va être à vous de jouer, donc soyez bien attentifs. Dieu lui accorda de rester enfant pendant le 6e de sa vie. Après, un autre 12e, ses joues se couvrirent de barbe. Après un 7e, il alluma le flambeau du mariage. 5 ans après, il lui naquit un fils. Mais celui-ci, enfant malheureux, quoique passionnément aimé, mourut arrivé à peine à la moitié de l'âge atteint par son père. Diophante vécut encore 4 ans, adoucissant sa douleur par des recherches sur la science des nombres. Quel âge avait-il à sa mort ? Et pourquoi ?
Alors c'est sûr que de tête c'est difficile, hein. Moi je suis incapable de faire des maths de tête. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lancer? C'est pas noté, hein, je vous rassure tout de suite, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous voulez un peu plus de temps? Est-ce que vous voyez comment vous y prendre? Ah, voilà. Donc madame a posé une équation, vous êtes mathématicienne. Voilà, allez. Ben voilà, c'est exactement ça que j'utilise. Donc maintenant, dans une de mes activités, je travaille avec les gens qui ont des blocages en maths, et ça c'est souvent un texte que j'utilise pour leur montrer que le langage mathématique c'est quand même beaucoup plus efficace pour résoudre des problèmes de maths, évidemment, que le langage français. Ça a permis de faire énormément de progrès, et que quand on cherche quelque chose, en fait on essaye de traduire en maths financé. Et voilà, typiquement, je cherche l'âge de Diophante, je lui donne un nom, par exemple X ou A, et j'essaye de traduire l'énoncé en maths. Alors, je sais pas, bon, allez, je vais vous montrer la solution. Alors, il y avait une première. Est-ce que quelqu'un quand même a trouvé quelque chose? Parce qu'il y a la dernière fois que j'ai posé ça, il y a des gens qui m'ont bluffé parce que moi, évidemment, alors là, du coup, c'est la déformation des matheux. Moi, évidemment, je vais poser l'équation. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais l'âge après un septième, donc c'est-à-dire que ça doit être divisible par 7, et un douzième, ça doit être divisible par 12, donc il a essayé de se... Oui, c'est ce que... Moi, j'ai essayé 84, mais j'ai pas vraiment... Eh bien, c'est ça. Mais comment vous avez trouvé 84? J'ai pas vraiment de démonstration, mais j'ai fait un sixième, plus un douzième, plus un septième, plus 5 fois 2, plus 4. Et puis, effectivement, je me suis dit, bon, c'est un multiple de 7, c'est un multiple de 12, donc ça pense pas. Ben voilà, c'est ça, exactement. Donc ça c'est très astucieux. Effectivement, du coup, bravo, c'est 84 ans. Bon, voilà la solution du matheux de base. Le matheux de base va poser une équation. Donc voilà, je disais, on ne connaît pas l'âge. C'est très intéressant aussi pour voir en quoi les lettres en maths ont vraiment permis de faire progresser la discipline. Donc, il faut imaginer cet âge. Donc voilà, moi je l'appelle A ici. Et après, je traduis en maths la question. Alors, lui accorda de rester enfant pendant le sixième de sa vie. Donc, si A, c'est la durée totale de sa vie, ça fait A sur 6. Un autre douzième, c'est une seconde de barbe, ça fait A sur 12. Un septième, il allume le flambeau du mariage, ça fait A sur 7. 5 ans après, 5. Bon, ensuite, son enfant a vécu la moitié de ce que lui a vécu, A sur 2. Et lui, il a vécu encore 4 ans. Donc, quand vous ajoutez ça, A sur 6 plus A sur 12 plus A sur 7 plus 5 plus A sur 2 plus 4, et vous dites que c'est égal à A, ça fait une équation du premier degré. Si on multiplie tout par 12, ça fait une équation, il n'y a que des nombres entiers, il n'y a pas de fraction, etc. C'est bien une équation bluffantienne. Et on la résout facilement, c'est 84 ans. Mais bravo d'avoir retrouvé la solution. Et donc au passage, vous voyez que l'écriture A sur 6 plus A sur 12 plus A sur 7 plus 5 plus A sur 2 plus 4 égale A, c'est quand même beaucoup plus concis que ça. Bon, là bien sûr, un peu de poésie, mais en fait, l'introduction des lettres en maths, c'est pas si... C'est assez récent, hein, ça date du 16e, 15e siècle, et ça a fait faire énormément de progrès parce qu'avant, on disait les problèmes comme ça, hein, on prend un nombre, on multiplie par le même, auquel on ajoute 2 fois le nombre, etc. Ça devient vite difficile à concevoir. Alors, un petit poème. Faisant fi des projections de ma famille sur le sens de ma vie, je pars sur les chemins au gré du soleil et des intempéries, avec pour seul bagage mon espérance. Alors là, les mots des maths, c'est projection, famille, sens, évidemment, espérance. Voilà.
Ah oui, pas tout à fait comme ça. Bon, phonétiquement, ok. Mais peut-être que ça m'a influencé de façon inconsciente parce que je me suis rendu compte que je prends 3 mots, mais en fait, dans mon poème, il y a beaucoup plus de mots des maths que ça. Bon, après, il y a beaucoup de mots des maths et du français en commun. Alors, maintenant, je vais vous raconter rapidement l'histoire du zéro. Alors, j'ai cherché un peu toutes les associations d'idées que zéro, ça évoque, parce qu'en fait, c'est un nombre qui n'est pas trop aimé des élèves. Et bon, voilà, zéro, la pêche, le vide, rien, moins, nul, honte, faillite, etc. Donc, le zéro, c'est un nombre qui pose problème, en tout cas dans le cadre scolaire. Et justement, j'ai mis la 2x égale 0 parce que c'est une anecdote, ça m'avait vraiment surpris. Donc, en fait, 2x égale 0, c'est une équation du premier degré. Comme 2x égale 1, par exemple, ou 2x égale 4. Pour trouver la solution, on divise par 2 de chaque côté. Donc, x égale, par exemple, si c'était 4, ça ferait 4 sur 2, 2. Donc, mon élève, elle savait très bien faire ça. Elle n'avait aucun problème, elle avait compris, on avait fait plusieurs exemples. Et quand j'arrive à 2x égale 0, là, elle bloque. Et donc, j'attends, moi je dis, mais pourquoi qu'est-ce qui change? Tu divises par 2, c'est quoi le problème? Et elle me dit, oui, mais je trouve 0. Je dis, alors, 0, ça peut pas être une solution. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que cette réflexion qu'elle a faite, mais pendant des années, les mathématiciens, ils disaient exactement la même chose. 0, ça ne veut pas être une solution. Les nombres négatifs, ça ne veut pas être une solution. Donc, j'ai trouvé ça très très intéressant. Bon, j'ai essayé de lui expliquer que si, mais bon, je ne sais pas si j'ai réussi à répondre. Oui, je vous montre quelques formules contre-intuitives. Factoriel 0 égale 1. Alors, factoriel 0, c'est censé représenter. Enfin, bon, c'est un truc de maths, bon, on l'a fait. 0 puissance 0 égale 1, aussi, c'est des formules que j'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de 0 à gauche et des 1 à droite, et voilà. Alors, pourquoi le 0, d'où vient-il et qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? En fait, il y a 0, ça vient de très longtemps, hein. Dans la numération de position des Babyloniens, il y avait un 0. Mais il était, en tant que symbole, il servait juste à la numération de position. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure. Les Mayas, au XIIIe siècle aussi, avaient un 0, ils avaient même 2 zéros. Bon, j'ai regardé un peu du côté des mathématiques chinoises qui sont très très développées, qui sont un peu des... Il n'y avait pas trop de connexion, je crois, entre les mathématiques chinoises et les mathématiques indiennes. Enfin bref, ils sont un peu développés dans leur coin. Mais le 0 n'apparaît qu'en 1245. 0, en fait, 0 en tant que nombre à part entière, c'est vraiment les Indiens qui nous ont transmis ça. Et donc, a priori, ils n'ont pas spécialement fait de lien avec ce qui précède. Les concepts des mathématiques indiennes ont été repris et transformés et travaillés par les Arabes une fois après leur invasion. Et ça a été apporté en Occident par Leonardo Fibonacci. Et c'est qu'à la fin du XVe siècle que les chiffres romains ont cédé la place à la numération de position et aux chiffres qu'on connaît actuellement. Ce qui a permis l'essor de l'arithmétique, parce que les chiffres romains n'étaient pas du tout adaptés pour faire de l'arithmétique. Alors, je vous fais rapidement. Donc, les Babyloniens, ils avaient un très bon système de numération. Ils travaillaient en base 20 ou en base 60. C'est assez drôle parce qu'on a gardé la base 60, hein, quand on compte 60 secondes, ops égale à 1 minute, c'est qu'on compte en base 60. 60 minutes égale 1 heure, c'est on compte la base 60. Ils avaient une numération de position, c'est-à-dire si j'écris 1, 2, c'est pas comme si j'écris 2, 1, et donc le premier 1 c'est une dizaine, le deuxième c'est une unité, enfin ça vous le savez tous, hein, mais ça s'appelle la numération de position, parce que la position des chiffres dans l'écriture a un sens. Et en fait, on se rend assez vite compte que c'est compliqué. Si j'écris un blanc et 2 pour dire j'ai 2 unités, j'ai pas de dizaine et j'ai une centaine, ou si j'écris 1, 2 assez proche pour dire j'ai 2 unités, une dizaine, ça devient vite super ambigu. Donc en fait, les Babyloniens au début mettaient un espace, mais après rapidement ils ont eu un symbole spécial. Donc voilà ça c'est une table voilà les noms babyloniens. Vous voyez, ils ont 2 symboles. Un chevron ou un clou. Et donc voilà, après c'est tous les nombres jusqu'à la 59 et après, il faut passer en base 60.
Par exemple, si on veut écrire 61, on met 2 chevrons. Et si on veut écrire 60 au carré plus 1, il faudrait mettre un chevron, un espace, un chevron. Et c'est là où ils ont mis le symbole, qui est deux clous un peu obliques, etc. Mais c'est tout ce qu'ils avaient. Voilà. Ils ne faisaient pas spécialement. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils faisaient tant de maths que ça. Ils faisaient beaucoup de calculs, mais qui étaient quand même toujours liés à des transactions commerciales. Bon, les Mayas, alors j'ai regardé rapidement, on ne sait pas forcément grand-chose d'eux parce que c'est pas très bien documenté. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils servaient des grands nombres. Bon, ils savaient compter, ils savaient dire 3 patates, 2 je sais pas quoi, enfin 2 enfants et tout ça, mais les grands nombres, je sais même pas s'ils écrivaient ça en fait. Je pense que ce qu'ils écrivaient, c'était les grands nombres pour 2 choses différentes et uniquement ça, les dates et les durées. Enfin, en tout cas, c'est la seule chose qu'on a retrouvée. Et en fait, ils avaient des symboles différents pour les dates et pour les durées. Et ils avaient des zéros différents. Voilà, ils avaient ce qu'on dirait dans le langage cardinal. Donc le zéro, vous voyez, ressemble à un petit ballon de rugby. C'est pas très loin du nôtre, c'est marrant. Et ça, c'est les autres zéros qui sont là par contre. C'était plus des chiffres avec des formes anthropomorphes. Donc, voilà. Donc en fait, eux, ils avaient simplement un zéro un peu plutôt pour compter, parce que dans le calendrier, ils comptaient à partir de 0. Mais voilà, ils faisaient pas de calcul avec. Enfin, en tout cas, on ne sait pas. Alors, on va s'intéresser aux Indiens. Donc là, ça c'est une image qui date à peu près du siècle qui nous intéresse, 5e et 6e siècle, qui est une belle sculpture de Bouddha, qui vient du British Museum, qui est maintenant au British Museum. Alors, les mathématiques indiennes, en fait, il y a une longue tradition orale, en fait, qui date sans doute de moins de 2500 ans, mais c'était transmis que oralement, donc finalement, on n'a pas de texte. Les premiers textes qu'on a, ils datent plutôt du 5e, 6e siècle. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient un système pour manipuler les très grands nombres, et c'est pour ça qu'ils étaient vraiment des très bons astronomes. Donc leur système, c'était, ils avaient un symbole un nombre pour 10, Dada, Sata pour 100, Sahasra pour 1000, Ayutta pour 10 000, etc. Jusqu'à Parada qui représente 1000 milliards. Bon, déjà, il faut le concevoir. Hein. Moi, personnellement, je ne conçois pas 1000 milliards. Hein. C'est de la chose que c'est. Et c'était après comme nous maintenant, puisque évidemment, on a hérité de leurs idées. Par exemple, si je veux écrire 42 396, je vais dire 6 et 9 Dada, et 3 Sata, et 2 Sahasra, et 4 Ayutta. On commence par le plus petit. Et donc après, quand on est tous d'accord sur l'ordre, il n'y a qu'à dire les noms. Et à l'époque, comme les Babyloniens, ils avaient un symbole pour marquer l'absence qui s'appelle le Shunya, je ne sais pas très bien comment c'est dit. Mais ce qui a été vraiment le saut conceptuel énorme, c'est que, donc là c'est Brahmagupta et puis Siddhara, les 2 mathématiciens qui ont écrit pas mal de textes sur le sujet, ils ont considéré le zéro comme un nombre. Ils ont donné au zéro le statut de nombre, pas juste un symbole pratique pour marquer l'absence. Ils ont considéré comme un nombre et ils ont défini toutes les règles de calcul. Donc je vous donne parce que c'est vraiment les règles de calcul qu'on utilise maintenant. Déjà, ils ont donné une définition du zéro. Ils ont dit que c'était une fortune moins une fortune. Alors on retrouve fortune, dette. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que souvent dans les civilisations, les comptables, ils avaient travaillé avec les nombres positifs, négatifs, etc. Ils avaient tout un système, mais ce n'était pas considéré comme des maths. Voilà. Donc les mathématiciens étaient beaucoup plus frileux par rapport à ça. En tout cas, donc, ils avaient défini comme une fortune moins une fortune, et puis après, il y a toutes les règles. Une dette moins Sunya, c'est une dette, une fortune moins Sunya, c'est une fortune, etc. que j'ai traduit en langage mathématique actuel à côté. Et ils avaient 0 fois 0 égale 0, etc. Donc vraiment, ils ont défini 0, c'est un nombre, voilà comment on le manipule, voilà comment on fait des calculs avec les autres nombres. Et ça, c'est vraiment la première fois qu'ils ont fait ça. En fait, le 0, c'était lié au vide, c'était le ciel, l'atmosphère, l'espace, le point. C'est pour ça que le 0, au départ, c'était représenté par un point et puis par un rond qui représentait la voûte céleste. Et ce qui a permis ce saut conceptuel, c'est que les Indiens étaient très à l'aise avec les concepts de vide et d'infini, qui étaient complètement intégrés dans leur religion. Et ce n'était pas du tout le cas des Grecs. Les Grecs, en fait, ils ne pouvaient pas penser le vide.
Donc c'est vraiment pour ça qu'il n'y a pas ce zéro chez les Grecs. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc énorme. Et une fois qu'on a donné au zéro le statut de nombre, eh bien, on peut donner un statut de nombre au nombre négatif. Alors je regarde un peu l'heure. Bon, je crois que je vais passer ça. Donc il faut bien comprendre que oui, le zéro existait, oui, les nombres négatifs existaient, etc. Mais c'était manipulé par les comptables. Vraiment, ce qu'ont apporté les Indiens, c'est de les considérer comme des nombres, ils en ont fait des concepts mathématiques. Bon, oui, je voulais vous montrer un petit truc sur la règle moins fois moins égale plus qui choque parfois les non-matheux. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Oui, là, c'était une petite élève de 3e qui m'avait donné ce truc là pour se rappeler des règles moins fois moins égale plus, etc. avec les amis, mes amis sont mes amis, etc. Je trouve ça marrant. Bon, bref, ça me passe. Donc en 1711, l'Inde est envahie par les musulmans. Un des effets collatéraux, c'est que les savants arabes ont rencontré les mathématiques indiennes, ils ont adopté, complété. Ils ont aussi, en fait, les mathématiciens arabes, c'est eux qui ont fait le pont entre c'est grâce à eux que toutes ces connaissances ne se sont pas perdues. Vraiment, ils ont transmis les connaissances grecques, les connaissances indiennes, ils les ont développées, ils ont continué à faire de maths, pendant que nous, on ne faisait pas du tout, nous les occidentaux, on ne faisait pas du tout de maths, enfin très peu de maths à l'époque. Et donc ils ont adopté les chiffres indiens et le zéro. Le zéro, ça vient de l'italien, zéro, qui est une altération de zéphiro, qui vient du latin médiéval, zéphirum, lui-même de l'arabe, donc vide, et qui est un calque du sanskrit soumya. Donc vous voyez la filiation. Et le chiffre arabe, donc le symbole, il donne aussi le mot chiffre. Et le mot chiffre, en ancien français, j'ai appris tout ça, il avait le sens de zéro. Et après, il est devenu le mot chiffre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, la dernière personne dans la chaîne qui a été importante, c'est Leonardo Fibonacci. Alors, Leonardo Fibonacci, peut-être vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas spécialiste des maths, mais vous connaissez forcément le nombre d'or. Bon, voilà, et les nombres de Fibonacci qui sont partout dans la nature. Bon, on en parlera tout à l'heure. C'est grâce à lui qu'on a le système de position, qu'on a le zéro, qu'on a tous ces maths-là. Donc Fibonacci, lui, il était marchand de son état. De toute façon, à l'époque, personne n'était mathématicien de son état, mais sa passion, c'était les maths. Son père, un peu pour lui faire le sensibiliser à ses problèmes son père, c'était un marchand. Donc il a fait voyager et il a envoyé au Moyen-Orient. Alors lui, il était très content parce que du coup, il a fait plein de maths là-bas. Il a étudié les mathématiques. Je pense que son père était peut-être moins content, mais enfin bon. Et c'est lui qui a rapporté les chiffres arabes, la numération. Donc on dit les chiffres arabes, bien sûr, c'est les chiffres indo-arabes, et la numération de position. Et en fait, il a voulu introduire ça en Italie. Et mais en fait, ça a été très très mal pris pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait des raisons de préjugés racistes, puisque c'était quand même pas une période où on s'entendait si bien que ça. Pour des raisons de pouvoir, parce qu'en fait, ceux qui savaient compter, qui avaient des bouliers, des abacs, etc., tout le monde allait pouvoir compter avec ce système aussi simple. Voilà, donc il y a eu vraiment une sorte d'interdiction d'utiliser ces chiffres qui ont été, donc, comme je disais, utilisés vraiment admis à la fin du XVe siècle. Là, on peut regarder l'évolution. Donc dans la première ligne, il n'y a pas de zéro. Donc ça, c'est les symboles 1, 2, 3, 4, etc. Après, on retrouve là l'apparition du zéro sous forme de point. Après, les chiffres indiens qui sont séparés en deux familles. Les chiffres qui sont encore utilisés en Turquie. Et puis après, 15e siècle, voilà à quoi ressemblaient les chiffres. Donc ça, j'ai trouvé ça sur un super site, c'est de Gérard Villemin, plein de trucs. Et là, c'est les chiffres actuels. Donc dans le monde indien, dans le monde iranien, dans le monde arabe et dans le monde occidental. Si on regarde, il n'y a pas tant de points communs quand même. Il y a le 1, le 0, le 2 ressemble au 2 indien, mais pas trop au 2 arabe. Il y a le 9 peut-être. Enfin voilà, c'est assez drôle de voir l'évolution des choses. Voilà l'histoire du zéro.
Ça, c'est une peinture que j'ai faite. Là, c'est les nombres de Fibonacci. Les nombres de Fibonacci, il y a 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc il y a 2. 1 plus 2, ça fait 3. Donc il y a 3. 2 plus 3, ça fait 5. Donc il y a 5. 3 plus 5, ça fait 8, etc. Donc avec ce principe, très très vite, on arrive à des très grands nombres qui ne laissent pas de fasciner les gens. Donc, poème. Alors là, le mot de base, c'était point. Point d'exclamation, factoriel, point d'or, point virgule, point à la lue, point de suspension, point final, faire le point, être au point, point de mire, signe des temps, pour résister, avoir le cœur et l'esprit ouvert, enfin c'est tout. Il y avait point, signe et ouvert. Voilà, ça c'est une des formules que je préfère aussi. Factoriel n est équivalent à racine de 2 pi n, n puissance n, e puissance moins n. Bien, sur ce, à vous de jouer, je vais vous faire une autre petite énigme. Donc, alors le tableau, c'est un tableau d'Egon Schiele, une mère avec 2 enfants. Mais là, la mère en question, elle a 3 enfants. Et elle demande au facteur, donc c'est la mère, c'est quand même une chose importante, elle demande au facteur de deviner l'âge de ses 3 enfants, et elle lui donne comme information que le produit de leur âge est 36. Alors le facteur, il réfléchit, calcule un peu, etc. Il dit « Ah non, ça ne me suffit pas ». Alors, elle dit « Bon, la somme de leur âge, parce que bon, ça, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs façons de décomposer 36 en produits, donc forcément, il ne peut pas choisir. Elle lui dit « Ah la somme de leur âge, tiens, justement, c'est le numéro de la maison d'en face. » Elle dit « non, ça m'aide pas beaucoup. Ah, l'aîné est russe. Ah, d'accord. » Il donne la solution. Donc, à vous de jouer. Et c'est pas une blague, je veux dire, il y a vraiment une solution et tous les indices sont importants. On va laisser un peu les autres chercher. Vous la connaissiez ? Et alors, la première fois que vous l'aviez trouvée facilement ? La première fois que vous l'aviez trouvée facilement ? La première fois ? Ouais, on cherche un peu. Moi, franchement, j'ai cherché. Parce que j'ai du mal à prendre au sérieux la 3e indication. Il faut connaître la décomposition. Il faut savoir exprimer 36 en facteur. Bon, allez, monsieur, c'est quoi les solutions ? En fait, quand on décompose, on peut trouver 2 solutions, 2, 6 et 6, ou bien 2, 2 et 9. Mais comme il n'y a qu'une seule aînée, ça ne peut pas être 2, 6, 6, donc c'est 2, 2, 9. Très bien. Alors, tout à fait. Mais pourquoi on trouve que ces 2 solutions ? C'est parce qu'à priori, là, j'ai écrit toutes les décompositions. Donc, il pourrait avoir... vous voyez, c'est pas possible si vous savez seulement que le produit fait 36, il y a plein de possibilités. Bon, même si on exclut 1, 36 pour des raisons biologiques, encore est-ce que c'est possible d'avoir 2 jumeaux de 1 an et un enfant de 36 ans, je ne sais pas, mais bon, il y a plein de solutions. Donc, il dit, c'est pas possible. Donc, ça, elle lui donne l'indication pour la somme. Donc si le numéro de la maison d'en face avait été 21, il n'y aurait pas eu d'ambiguïté, ça aurait été 1, 2 et 18. Mais vous voyez, il y a effectivement deux possibilités que j'ai écrites en gras qui donnent le même numéro. Donc s'il dit qu'il ne sait pas trouver, c'est que c'est forcément ce même numéro. Donc là, après, effectivement, les 2 solutions, il y a des jumeaux à chaque fois. Donc 2, 2 et 9, donc 1 et 6 et 6. Donc comme il n'y a qu'une aînée, effectivement, comme je vous avais dit, la solution c'est 2, 2 et 9. Voilà. Non, vous n'êtes pas d'accord ? J'ai entendu, mais ça ne marche pas. Oui, non, mais c'est pour ça que tu sais que c'était la mère. C'est-à-dire, c'est elle qui les a portés. Je suis d'accord que si ça avait été un homme, ça aurait été plus ambigu. En particulier, la possibilité de 2 jumeaux de 1 an et 1
enfant de 36 ans. Bon. Après, j'avais entendu une histoire d'une Italienne qui avait mis au monde un enfant à l'âge de 60 ans. Voilà. Mais c'était pas, je pense que c'était une fécondation in vitro. Donc je m'étais dit, ouais, peut-être là c'est possible. Mais bon, enfin, en tout cas, c'est bon. Bon, allez, on va rester avec les femmes. Je vais vous parler un petit peu d'Ada Lovelace. Je vois que le retourne. Donc Ada Lovelace, elle a vécu une courte vie, malheureusement, mais très dense. C'est une aristocrate anglaise qui est née en 1815 et qui est décédée en 1852. Et c'est aussi le nom d'un langage informatique. Donc c'était une commande dans les années 70 du département de la défense américain, et qui a été... j'ai spoilé ma diapo d'après. Mince. Comment je reviens en arrière? Oui, pardon. Au passage, c'est un Français qui a supervisé les travaux. Et ce langage a été quand même pas mal employé. Maintenant, il reste plutôt dans un cadre universitaire. Mais en tout cas, il a été nommé comme ça en l'honneur d'Ada Lovelace. Ouais, comme tout à l'heure, on a parlé du zéro, je voulais vous rappeler, vous dire, vous apprendre que toute l'informatique s'écrit avec seulement 2 symboles, 0 et 1. Voilà, ça c'est quand même assez hallucinant. Sauf, alors je me posais la question des ordinateurs quantiques, qui n'existent pas encore, mais ce que j'ai lu, c'est que c'est une probabilité d'être égal à 0 ou d'être égal à 1, mais j'ai pas vu qu'ils utilisaient d'autres symboles. Bon, enfin bref, petit passage. Et Ada Lovelace, elle est connue parce que c'est la première personne, enfin la première femme, la première personne à avoir écrit un programme informatique. Et surtout, c'est la première personne à avoir été aussi visionnaire avec ce qu'allait devenir l'informatique. Donc dans sa fameuse note J. Donc, elle s'appelle Augusta Ada Byron. Elle est née donc le 10 décembre. Et c'est effectivement la fille de Lord Byron et de Lady Annabella Milbank. Donc Lord Byron, c'est un poète anglais renommé, mais alors là, du point de vue vie privée, il est absolument horrible. Voilà, il se passait des choses atroces entre lui, sa femme, lui, enfin bref, je vous passe les détails. Il s'est séparé très peu après la naissance d'Ada, en janvier, et il est mort en 1824, et il n'a jamais vu ni sa fille ni sa femme, qui a eu la garde de l'enfant. Annabella, la mère de Ada, qui a gardé du coup son deuxième prénom, elle est surnommée par Byron, je crois que c'est la seule chose qui nous a légué de positif dans cette affaire, la princesse pour l'affaire d'Ada, je ne mets pas en doute ses talents poète. Elle est surnommée la princesse des parallélogrammes. Donc à l'époque, c'est une femme qui, bien que ce soit une femme justement, vous allez voir que là ça compte pas mal, elle était éduquée, elle était douée en maths, elle avait une grande intelligence, mais elle a été quand même brimée par son milieu. Donc elle a réussi à faire retirer l'autorité parentale à Lord Byron, elle a éduqué sa fille comme elle souhaite. Bon, c'est-à-dire en fait, lisait assez brutalement pour commencer, parce que à l'époque c'était comme ça, c'était ce qu'on appelle la pédagogie noire. Globalement, les enfants étaient maltraités. Enfin là, je parle de la haute société. Les enfants aussi dans les autres classes sociales étaient maltraités, mais pour d'autres raisons. Mais là, même dans cette haute société, ils étaient maltraités. Mais elle décerne, elle a vraiment ce double aspect, elle discerne aussi, comme elle-même aime beaucoup les maths, elle voit bien que Ada est douée en maths, et qu'elle aime les maths, et elle lui permet de faire des maths. En fait, à l'époque, on infligeait des traitements aux filles et aux femmes, surtout, en gros, on les empêchait de bouger, on les nourrissait mal, on leur mettait des corsets qui les étouffaient, et après on s'étonnait qu'elles s'évanouissent toutes les 30 secondes. Ce que j'ai lu aussi, c'est qu'à l'époque, pour les enfants, là, plutôt, peut-être plus pour les filles que les garçons, je ne sais pas trop, mais l'eau, c'était pas recommandé, on se lavait pas, ils allaient pas au soleil, on mangeait pas de fruits, pas de légumes, pas d'activité physique. Et en fait, c'était vraiment une façon de contrôler, et du coup, la plupart des femmes, elles avaient une mauvaise santé, elles passaient une bonne partie de leur temps au lit. Et la seule point positif dans cette histoire pour Ada, c'est que quand elle était au lit, elle pouvait lire des livres. Alors que, comme dit Mona Chollet, la plupart des autres femmes, elles étaient alitées et elles mouraient d'ennui. Enfin, elles étaient folles d'ennui.
Et Ada, c'est important parce qu'elle aura eu toute sa vie une santé chancelante, des migraines, des gastrites, etc. Voilà, c'est vraiment un vrai gâchis. Mais malgré toutes ces difficultés, elle a quand même réussi à faire des choses remarquables. Bon, à 17 ans, en fait, c'était vraiment un fort caractère. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'était la seule façon de survivre. Elle a toujours eu un rapport très conflictuel avec sa mère, mais en même temps, elle avait un fort caractère. Bon, elle a voulu, donc à 17 ans, c'est l'âge où les filles de cette société rentraient dans le monde, se dire aller se chercher un mari dans les balles. Bon, elle voulait y aller toute seule, partir toute seule vivre à Londres, etc. Bon, sa mère l'a toujours plus ou moins chaperonnée, mais elle a quand même, ça lui a permis de rencontrer des gens, et en particulier de rencontrer des mathématiciens et des mathématiciennes. Marie Somerville, c'est devenue une de ses principales professeurs, un peu, je dis, sa mère spirituelle. Et elle a rencontré aussi Charles Babbage, qui est un peu devenu aussi son père spirituel. Charles Babbage, lui, il voulait fabriquer un outil qui permet de pratiquer les mathématiques en se passant de la plus agaçante des sources d'erreur, l'être humain. Donc voilà. Là aussi, c'est un peu précurseur, parce que c'est un peu des idées qui sont dans l'air maintenant, de se passer des êtres humains. Bon, je pense que lui, il parlait du côté des calculs. C'est vrai qu'on faisait des erreurs de calcul, ça c'est normal. Et il a donc conçu ce qu'on pourrait considérer comme les ancêtres de l'ordinateur, qu'il appelait des machines à différence, ou la machine analytique. Alors, bon là je ne rentre pas dans les détails techniques. Ce qui m'a amusé, c'est qu'en fait, il s'est servi des cartes du métier jacquard. Donc j'ai pas vu le métier jacquard, mais je pense que c'est des sortes de cartes perforées, et moi ça m'a rappelé ma jeunesse. Alors là, ça date, où quand je suis rentrée à l'école normale, il y avait des ordinateurs, mais les ordinateurs portables, bien sûr, ça n'existait pas, on ne savait pas ce que c'était. Donc il y avait ça, le sous-sol de l'école, on pouvait faire des programmes. Donc il y avait une machine qui perforait des cartes, justement, on avait des cartes. On voulait taper une instruction, on perforait les bonnes cartes, on avait un paquet de cartes qu'on mettait dans une espèce de lecteur de billets qui envoyait tout ça à Orsay, qui était lu par l'ordinateur qui avait à Orsay, qui nous ramenait le résultat. Sauf qu'on nous disait il y a une erreur, si on oubliait en point virgule, etc. C'était incroyable. C'était vraiment ça. Donc lui, c'était vraiment son truc, il a essayé d'avoir... donc il a fait le plan, il a eu des subventions, enfin c'était une grosse affaire. Mais il n'a jamais pu construire de machines. Et en fait, ces machines, elles ont été construites 100 ans plus tard avec les moyens de l'époque, ce qui a démontré la faisabilité de ces idées. Mais bon, lui, sa machine n'a pas vu le jour de lui-même, de son vivant. Voilà un exemple de machine ou un autre exemple. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Ada dans tout ça? Voilà, Ada c'était une aristocrate, je vous rappelle. Donc, elle a rencontré Babbage pendant les soirées, elle s'est passionnée pour sa machine analytique, elle a tout de suite compris que, bon, déjà, elle s'y connaissait bien en maths, mais qu'il allait falloir qu'elle approfondisse ses connaissances. Elle demande des cours à Somerville. Bon, entre-temps, elle s'est mariée avec Lord William King, futur Lovelace, c'est pour ça que c'est Ada Lovelace. Elle a eu 3 enfants, mais alors vraiment, c'était pas du tout son truc, elle aime pas ça, elle s'ennuie, etc. Donc voilà, il faut imaginer les naissances, les enfants, les nounous, les je vais me tuer, les je suis horrible parce que je suis malade, les malades, etc. Elle a quand même, donc, malgré tout ça, réussi à faire des maths. Elle a trouvé bon, Somerville a dû passer à autre chose, donc elle a trouvé un autre professeur. Et quand elle a considéré qu'elle avait suffisamment de connaissances en maths, elle a continué, proposé un peu à Babbage de passer un autre. Voilà ce qu'elle dit Ada sur les maths. Les mathématiques constituent le seul langage par l'entremise duquel nous puissions correctement exprimer les réalités grandioses du monde. Donc, en 1841, elle écrit à Babbage pour lui proposer des services de traductrice. Alors, pourquoi traductrice? Parce que Ada, en plus de toutes ses qualités, elle parlait très bien français et allemand. Donc en fait, c'était vraiment l'usage de commencer une carrière scientifique par des traductions. Donc elle a traduit une description du moteur analytique, et Babbage lui dit, mais pourquoi tu n'écris pas toi-même un article? C'était la personne qui le connaît le mieux. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ajouté des notes, et d'ailleurs, les notes qu'elle a faites vont représenter 2 fois le volume de la description de Ménard. Et il y a une note qui est la note A, qui est vraiment une vision, la science poétique. Elle dit
la machine analytique tissera des motifs algébriques comme les métiers à tisser tissent des fleurs et des feuilles. Ça, c'est beau. Et c'est très précurseur aussi, parce que quand même, de voir ce qu'allait pouvoir donner la machine analytique qui n'était même pas construite. Elle a dit aussi que la machine pourrait composer des morceaux de musique de n'importe quel degré de complexité. Parce que ça aussi, c'est incroyable. Parce que lui, Babbage, il était dans ses calculs, mais... Donc là, c'est... Non, c'est pas celui-là. Je me suis servi d'une biographie qui est très intéressante. Donc, je vais vous lire un petit extrait. Elle dit donc qu'il pourrait composer des morceaux de musique et pourquoi pas la parole, la logique. Et elle va encore plus loin, elle établit un parallèle entre le moteur analytique et le fonctionnement cérébral. La machine analytique n'occupe pas le même terrain qu'une simple machine à calculer, elle occupe une position à part, elle combine des symboles en séquence d'une variété et d'une étendue illimitée, et par conséquent, on peut établir un lien entre ces opérations matérielles et les processus mentaux. Et donc là, il y a ce qu'on appelle l'objection de Lady Lovelace, qui a été repris appelé comme ça par Alan Turing, qui dit que le principe est simple. En fait, c'est Turing qui a quand même fondé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est une branche de la science qui étudie tous ces systèmes-là. Elle dit que l'ordinateur ne crée rien. Le moteur analytique n'a aucune prétention à créer quoi que ce soit. Il peut faire tout ce que nous lui ordonnons de faire, il peut effectuer une analyse, mais il n'a pas la capacité de créer des relations analytiques ou des données mathématiques. Cependant, il est certain qu'il exercera une influence sur la science elle-même, et qu'il en sera influencé à son tour. Ada estime que les formules mathématiques, une fois mises sous une forme calculable, ou programmable, on dirait plutôt, bénéficieront d'un nouvel éclairage permettant de mieux les comprendre. Ada voit le moteur analytique comme un moyen de percer les secrets des mathématiques par la force brute. Susceptible d'aller plus vite et plus loin que ne pourrait un être humain, armé de ses seules ressources, il ouvrira peut-être au bout de son voyage des portes dont nul ne soupçonnait l'existence. Donc ça, si ce n'est pas précurseur, je ne sais pas ce que c'est. Donc elle a vraiment créé un saut conceptuel aussi. D'ailleurs, c'est rigolo parce que finalement, cette conférence, elle pourrait être sous le fil des sauts conceptuels, voir comme les Indiens. Et en fait, Babbage, lui, comme il disait, il était omnibulé par les détails techniques et matériels et il n'a pas du tout perçu toute cette possibilité. Et puis, sa fameuse note G, bon là, ça devient peut-être un peu technique et je vois que l'heure tourne, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais juste le truc à retenir, c'est que c'est le premier programme et elle a inventé les variables, les boucles, les sous-programmes, etc. Les boucles, c'est quand on fait répéter, alors je ne sais pas, il y a sûrement des gens qui se connaissent très bien ici, mais pour les néophytes, une boucle informatique, c'est quand on dit à l'ordinateur « fais plusieurs fois la même chose, un certain nombre de fois, ou jusqu'à ce que, etc. » Ce qui est vraiment c'est elle qui a inventé ça. Voilà, bon, alors quand même, Babbage s'est rendu compte que ce qu'elle avait écrit, c'était vraiment super bien. Donc il a quand même essayé un petit peu de s'approprier son travail, mais d'où le caractère d'Ada, elle ne s'est pas laissée faire, grâce à son caractère. Elle n'a pas eu le droit de signer son article parce que son nom ne lui appartient pas, c'est celui de son mari. Donc elle a juste signé avec ses initiales. Mais enfin, quand même, elle a réussi à acquérir une certaine réputation et elle est enfin soutenue par sa mère et son mari. Mais bon, comme je disais, c'est le feu, elle s'est brouillée avec Babbage, elle a mis l'idée en tête. Je passe un peu, elle a l'aventure, elle décide de jouer aux courses parce qu'elle a besoin d'argent, plutôt parce que son mari s'est un peu ruiné, elle se dit je suis bonne en maths, je vais jouer aux courses. Ça me rappelle le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Le théorème de Marguerite, où elle joue au mahjong et ses qualités de mathématicienne lui permettent de gagner. Bon, en tout cas, le mahjong peut-être, mais les courses non, donc ça n'a pas été le cas. Et puis malheureusement, elle est décédée très jeune d'un cancer à l'utérus après avoir passé 1 an d'affreuse souffrance. Voilà, Babbage, lui, il est mort en 1871, donc il n'a pas réussi à construire ses machines. Un de ses fils a essayé de construire les machines, etc. Bon, ça n'a pas marché. Il a tout mis dans les caves, les musées, et il y a un modèle qui a échoué dans le grenier d'un plat. Et tout ce petit monde est tombé dans le doute. Jusqu'à ce qu'en 1937, un physicien, Howard Aiken, trouve le prototype de la machine analytique, donc dans les caves, et il s'en sert pour fabriquer un calculateur, Mark I. Il trouve aussi les notes d'Ada,
Et Grace Hopper, suivant les traces d'Ada, s'en sert pour programmer Marco. Ce qui est assez intéressant, c'est que, intéressant, oui, curieux, c'est que dans cette histoire, c'est les hommes qui font les ordinateurs et c'est les femmes qui programment. Voilà. Grace Hopper a dit, c'est Ada qui a écrit la première boucle, je n'oublierai jamais. Pourquoi alors maintenant il y a aussi peu de femmes dans le monde de l'informatique? Ça, c'est une bonne question qu'il faudra résoudre parce que ça pose des problèmes. Eh bien, il y a une explication qui est donnée, elle vaut ce qu'elle vaut, qui est que, en fait, du coup, les programmeuses, c'était vraiment que des programmeuses, et puis les besoins en personnel informatique étant croissants, alors ça c'était en Grande-Bretagne, les salaires étaient relativement élevés. Donc il y avait plein de femmes programmeuses qui avaient des bons salaires. Considérant qu'il était anormal que les codeuses aient une rémunération aussi confortable, la Grande-Bretagne a, dans le secteur public, leader de l'informatisation du pays, bloqué la carrière des programmeuses compétentes. Et voilà, ainsi on a le dans le monde du travail à la fin du XXe siècle. Donc maintenant, il n'y a pas beaucoup de programmeuses ou même de femmes qui s'intéressent à ça, ce qui est un problème. Alors, en fait, du coup, Ada a été... il y a eu pas mal de littérature sur elle, il y a eu le langage, il y a eu une petite polémique sur ses apports, etc. Bon, maintenant, c'est bon, sa valeur est reconnue. Babbage a créé le moteur analytique, mais Ada fut la seule personne à voir le potentiel du moteur analytique en tant que machine capable de manier des entités autres que numériques. Voilà l'histoire d'Ada. Pour finir, un petit programme. Pareil, je trouve que c'est assez... ça a une certaine beauté. Ça, c'est un programme que j'utilise, qui est LaTeX, qui est un programme qui permet de faire ça. Voilà, c'est joli. Moi, j'écris ça, et ça fait ça. C'est pas mal. Ça, c'est énorme comme modèle. Voilà, ça, c'est le livre dont je me suis inspirée pour vous raconter tout ça. Très bien, je vous le recommande. Si vous voulez le feuilleter tout à l'heure, je vais bien. Voilà, ça c'est un dernier tableau où c'est toujours lié aux maths, même si je n'étais pas conscient, mais quelqu'un m'a dit, on dirait un fractal. Donc voilà, j'imagine que les maths irradient, excusez-moi, toute ma créativité. Là justement, je voulais vous partager qu'est-ce que je trouve de beau en mathématiques, donc quelque chose de beau sur la beauté des mathématiques. Alors pour commencer, je vais m'aventurer dans un terrain que je ne connais pas très bien, mais heureusement il y a Paul qui pourra éventuellement nous apporter quelques compléments. C'est l'équation de Schrödinger. Donc ça, c'est de la physique quantique. Alors c'est assez marrant parce que la physique quantique, bon là je ne comprends rien. Alors tu m'as rassuré en disant que de toute façon le prix Nobel Feynman, c'est ça, de physique quantique a dit que lui non plus il ne comprenait rien. J'ai essayé de suivre un cours là récemment, un MOOC, et en fait ce dont je me suis rendu compte c'était ultra mathématique. Donc je comprends très bien toutes les maths qui sont expliquées, qui aboutissent à cette équation. Donc en fait cette équation, ça explique tout. Voilà, dans ces symboles là, vous avez toutes les explications de ce que c'est la physique quantique et de comment les phénomènes se passent, etc. Donc j'ai bien compris les mathématiques, mais j'ai rien compris à la physique quantique, donc c'est assez marrant. Mais moi, cela dit, je trouve ça très beau, ça me fait rêver. Ça, c'est, donc voilà, moi ce que j'aime, c'est les formules. Donc ça, c'est une approximation de pi, 22 septièmes moins pi. Et si on veut savoir l'erreur qu'on commet en remplaçant pi par 22 septièmes, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 4, 1 moins x puissance 4 sur 1 plus x au carré de x. Ou cette formule, l'intégrale de 0 à l'infini de 2 puissance moins t carré dt égale racine de pi sur i. Cette formule, vous la connaissez peut-être pas, mais ça vous le connaissez, c'est la courbe en cloche. Et cette formule, elle exprime que la surface qui est définie par la courbe, elle vaut 1, et c'est lié aux statistiques, aux probabilités. Donc j'ai trouvé un exemple de courbe en cloche qui représente, qui parle de ce que c'est le quotient intellectuel et ce que ça veut dire être surdoué. Parce que bon, il y a énormément de gens surdoués actuellement, alors que techniquement, il n'y a que 2% de la population qui est surdouée. Donc voilà, je sais pas, ils sont peut-être tous dans mon cabinet, mais ils vont peut-être tous me voir. Bon. Voilà, petit passage, qu'est-ce que c'est la demence. Bon, cette formule aussi que je trouve, que j'adore aussi, qui est toujours
paradoxal, c'est 0 suivi d'une infinité de 9, et bien en fait, c'est égal à 1. C'est pas presque égal à 1, c'est égal à 1. Alors, j'avais promis quelques trucs sur le nombre d'or. Là, c'est un rectangle d'or. Alors, on appelle ça un rectangle aux divines proportions. Donc, vous voyez que le rectangle rouge, il a les mêmes proportions que le rectangle bleu. Donc, le rectangle rouge, son petit côté, c'est B, et ça devient le grand côté du rectangle bleu, et le petit côté du rectangle bleu, c'est la différence entre A et B. Ça se traduit en maths par A sur B, le rapport entre le grand côté du rouge et le petit côté du rouge, égale B sur A moins B, le grand côté du bleu et le petit côté du bleu. Ça veut dire que c'est un rectangle de divine proportion. Donc je me suis amusée à faire un rectangle aux proportions magnifiques en dessous. Et quel rapport avec le nombre d'or? En fait, cette proportion, quand on résout l'équation A sur B égale B sur A moins B, on trouve que A sur B est forcément égal à ce nombre, qui est 1 plus racine de 5 sur 2, dont l'approximation est 1,61. Donc c'est le rapport des côtés du rectangle d'or. Et le lien avec la suite de Fibonacci, c'est que cette fameuse suite, si vous prenez deux nombres consécutifs et que vous faites le rapport, ça va tendre vers le nombre d'or. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la suite de Fibonacci? On peut construire des rectangles d'or. En fait, c'est pas tout à fait des rectangles d'or parce qu'il faudrait, c'est à l'infini, mais ça ne se voit pas à l'œil. Là, j'ai pris, donc ça c'est des trucs qu'on peut faire avec le petit. Vous prenez deux petits carrés de côté 1, donc ça c'est les deux premiers nombres de Fibonacci, un carré de côté 2, un carré de côté 3, un carré de côté 5, un carré de côté 8, un carré de côté 13, un carré de côté 21, etc. Donc après, une fois au bout de quelques carrés, même celui-là, ça fait un joli rectangle d'or, visuellement. Vous pouvez construire, alors je l'ai faite à la main, elle n'est pas hyper jolie, mais une spirale, ça s'appelle une spirale d'or, qu'on retrouve partout dans la nature, paraît-il. Là, c'est 21 et 34, c'est deux nombres consécutifs de Fibonacci, et c'est donc voilà, c'est une fleur, et c'est un peu comme les tournesols, je n'avais pas trouvé de belle photo de tournesol, il y a des spirales qui apparaissent, enfin comment ça s'appelle, les pistils sont en spirale, et il y a 34 spirales d'un côté et 21 spirales de l'autre. Voilà, c'est deux nombres de Fibonacci, et c'est toujours, a priori, c'est toujours deux nombres consécutifs de Fibonacci. Bon, bien sûr, ça, l'homme de Vitruve, c'est d'ailleurs les premières réapparitions un peu dans la société occidentale du nombre d'or, et c'est à partir de là qu'on commence à le voir partout. En fait, le rapport entre la longueur du côté du carré et le rayon du cercle, c'est le nombre d'or, et c'est les proportions idéales du corps humain, selon l'architecte Romain Vitruve. Voilà, le nombre d'or, on le retrouve ici, ça c'est un tableau de Dali. Donc la fenêtre et aussi le tableau ont des proportions de rectangle d'or. Voilà, ça c'est le côté beauté des maths. Et on va parler un peu du côté subversif des maths. Pourquoi subversif? Parce que moi ce que je remarque, c'est que les mathématiciens, ils n'ont pas peur de casser les idées reçues et de braver les interdits. Donc ça c'est vraiment très très important. Par exemple, 10 moins 5, ok, on voit tous que ce que c'est 10 moins 5, c'est 10 bonbons moins 5 bonbons. Donc ça c'est pour ça que je pense qu'on les appelle les entiers naturels. Mais qu'est-ce que c'est 5 moins 10? On ne peut pas se représenter 5 bonbons moins 10 bonbons. Les mathématiciens, après l'aventure dont je vous ai parlé avec le zéro, ils se sont dit, allez, connerie, on va inventer 5 moins 10 et on invente des nouveaux nombres. Les fractions, c'est la même chose. Là, aussi cet exemple qui commence à cliver un peu, là, il y a des gens qui vont arrêter les maths à ce moment-là, fâchés. On rabâche toute notre scolarité qu'un carré est toujours positif. Et on rabâchait aussi ça jusqu'au XVIe siècle. Et puis un jour, ces deux mathématiciens, ils ont osé dire qu'ils allaient postuler l'existence d'un nombre tel que i carré égale moins 1. Et grâce à ça, ils ont inventé les nombres complexes. Et grâce aux nombres complexes, on peut faire de la physique quantique. Et c'est toi qui disais que récemment, on a prouvé que de toute façon, sans les nombres complexes, on ne pourrait pas faire de physique quantique. Tout ça parce qu'il y a un jour des mecs qui se sont dit, mais il y en a marre de dire que tous les carrés sont positifs, hop, allez, on va se dire qu'il y en a un qui vaut moins 1, et puis qu'est-ce que ça fait? Et ben voilà.
Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de subversif. Et en premier cycle universitaire, donc ça c'est quand j'enseignais, on prépare, on apprend à faire des sommes infinies. Bon, déjà, les sommes infinies, c'est assez difficile à concevoir, donc ça remonte un peu au paradoxe de Zénon, là, d'Achille et la tortue. Je ne sais pas si vous connaissez que Achille va jamais rattraper la tortue. Enfin, Achille et la tortue font une course, on laisse un petit peu d'avance à la tortue, mais en fait, il ne va jamais la rattraper parce que le temps qu'il la rattrape, elle aura avancé, le temps qu'il rattrape, etc., et ça jusqu'à l'infini. Donc le paradoxe, c'était que voilà, c'était une infinité d'additions. Mais en fait, on pouvait définir ça avec des conditions, on appelle ça des séries convergentes, etc. Il y a pas mal de contraintes, et donc je disais, pour que ça marche, il faut qu'on ajoute des nombres de plus en plus petits. Et puis, donc moi, ça c'est un truc, ça m'a choqué aussi quand j'ai rencontré pour la première fois. Si on ajoute 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 jusqu'à l'infini, eh bien on obtient moins 1/12. Alors là, la première fois que j'ai rencontré ça, je disais non mais n'importe quoi. Je me rappelle, j'avais regardé une vidéo qui expliquait ça, j'arrêtais pas de dire non mais il se fout de moi, mais n'importe quoi, c'est pas possible, j'aurais tué mes élèves s'ils m'avaient sorti que c'était une série convergente. Puis moi finalement, je me suis quand même raisonnée, j'ai dit allez, regardez ce qu'il y a. Voilà, ça c'est un tableau que j'ai fait sur cette série. D'où elle vient cette série divergente. Donc là, peut-être qu'il y aura un tout petit peu de maths à la fin, bon, je sais pas, ou pas. En fait, ça vient de Srinivasa Ramanujan, qui est un mathématicien indien, incroyable, une espèce d'ovni. Voilà le genre de rêve qu'il faisait. Pendant que j'étais endormie, j'ai fait une expérience inhabituelle. Il y avait un écran rouge formé de flots de sang. Je l'observais. Soudain, une main a commencé à écrire sur cet écran. J'étais très attentif. Cette main a écrit un grand nombre de formules concernant les intégrales elliptiques. Elles se sont gravées dans ma mémoire. Dès que je me suis réveillée, je les ai écrites. Voilà, ça c'est tiré du film Ça va de New Infinity. Donc en fait, lui, il rêvait des formules de maths. Son explication, c'était que c'était la déesse... j'ai oublié le nom. Namakiri, merci. Qui lui envoyait pendant la nuit. Bon, voilà, une sorte de dessin essayant d'expliquer ça. Bon, même si ça, c'est... D'ailleurs, au passage, ça, c'est phi, et ça, c'est aussi une représentation, une façon de calculer le nombre d'or. Ramanujan, il était aussi très fan du nombre d'or et de pi, etc. Voilà, donc c'est quelqu'un qui rêvait des formules de maths, et il en a écrit 4 carnets. Donc, rapidement, pour le situer, il est né en 1887 à Hérode, il est mort en 1920 à Kumbakonam, dans sa troisième année. Il a vécu là, il était brahmane, végétarien, passionné de maths. Donc voilà où ça se situe. Ça ne sent pas très bien. Bon, enfin, c'est pas très loin de Madras. En fait, il s'intéressait qu'aux maths. Et c'était un calculateur prodige, c'est-à-dire il passait son temps à calculer. Il connaissait un nombre de décimales de pi incroyable à un jeune âge. Donc forcément, vous imaginez bien qu'il n'avait pas une vie sociale de folie, parce que quand on passe sa vie à calculer, on n'a pas beaucoup d'amis. Je ne sais pas trop si ça lui manquait, d'ailleurs, c'est difficile à dire. Il a quand même raté ses études parce que quand on fait que des maths, même aussi maintenant ça ne marche pas. Donc en gros, il était tout seul, il n'avait pas de diplôme, il notait ses formules dans un cahier. Je raccourcis un peu. À un moment, il a quand même été un petit peu reconnu par le président de la Société indienne de mathématiques, mais bon, ça n'a pas abouti, parce que aussi c'est quelqu'un qui ne savait peut-être pas non plus tellement communiquer. Quelqu'un lui a quand même conseillé de prendre contact avec des mathématiciens anglais. Il a pris contact avec Hardy, qui était vraiment pointure aussi à Cambridge. Hardy l'a pris au sérieux. S'est rendu compte qu'il était absolument... c'était incroyable, toutes ces formules. Il l'a fait venir en Angleterre. C'était en 1914, donc pas la meilleure période. Il y a eu... comme il était végétarien, il ne trouvait pas une nourriture qui lui convenait à Londres. En plus, il y avait des problèmes de restriction alimentaire, etc. Donc ça a vraiment joué sur sa santé. Ouais, il a quand même démontré pas mal de formules avec Hardy. Parce qu'en fait, Ramanujan, lui, s'en foutait de les démontrer. Parce que lui, c'était la déesse qui lui envoyait, donc elles étaient bonnes, c'était aucun problème. Mais bon, il a compris quand même que les Occidentaux, les démonstrations, ça les intéressait. Donc il a bossé avec eux. Il a voulu revenir en Inde parce qu'il était vraiment en mauvaise santé, et donc il est décédé, laissé
Et on a retrouvé en 1976 un 4e cahier avec 600 nouvelles formules. Et en fait, c'est tout le monde qui a fait montrer ces formules, qui en gros ont été toutes bonnes, sauf peut-être moins d'une dizaine, et la dernière a été démontrée en 2019. Voilà un petit peu pour résumer la vie de Ramanujan. Donc pour ne pas écorcher les oreilles des zombicistes, je vais le traduire en français. Il dit, pour moi, une équation n'a aucun sens à moins qu'elle exprime la volonté d'un Dieu. Donc voilà, l'idée c'était de représenter la déesse qui influence Ramanujan, mais qui a été... c'est grâce à Hardy qu'on connaît Ramanujan, et il a vraiment fait avancer la science mathématique. En fait, sa mère jouait à Tiger and Goat, qu'on voit là-haut, c'est une sorte de jeu de dames, donc peut-être ça explique ça a peut-être une influence sur ses appétences mathématiques, mais ça reste quand même incroyable. Ouais, j'ai fait un carré logique parce qu'il était fan de carré logique, fan de numérosie. Ça reste quand même incroyable, quelqu'un qui est vraiment un homme comme ça. Alors, j'aurais plus ou moins projeté de vous démontrer cette formule. Peut-être je vais vous montrer parce que ça fait juste partie de la beauté des maths. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, il y a une théorie sur la théorie des séries divergentes. Parce qu'en fait, le lien avec Ramanujan, c'est que dans son premier cahier, il démontre cette formule et il donne un procédé pour calculer ces séries. Mais c'était pas le premier à avoir fait ça, bien qu'il n'en avait sûrement pas connaissance. Il y a d'autres mathématiciens qui ont travaillé sur le sujet. Mais après, je pense que c'est lui le premier à avoir parlé de la somme des éléments, à avoir donné une somme. Voilà. Alors après, il y avait quelques calculs contre-intuitifs, qui nous mènent déjà, on calcule d'abord 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1, etc. En résolvant une petite équation, ça fait 1,5. Après, on calcule 1 moins 2 plus 3 moins 4 plus 5 moins 6, on trouve un quart. Après, du coup, on s'intéresse à la somme des entiers, on lui retire 4 fois la somme des entiers, on tombe sur cette somme qui vaut un quart, et donc on trouve moins 1/12. Voilà, facile. Alors, non mais c'est n'importe quoi, c'est des délires de mathématiciens. Eh bien, figurez-vous que non, ce n'est pas un délire, car il y a la magnifique histoire de l'effet Casimir, que je vais vous lire. Donc, ce qui est incroyable dans cette théorie farfelue, entre guillemets, c'est qu'en 1948, un physicien néerlandais, Hendrik Casimir, il s'est intéressé à la force attractive entre deux plaques parallèles conductrices et non chargées dans le cadre de la mécanique quantique. Donc en fait, il élabore une théorie pour expliquer l'expérience qui ne s'explique pas par la mécanique classique. Et dans sa théorie, donc, il fait plein de calculs, et à un moment donné, il tombe sur cette somme, 1 plus 2 plus 3. Donc, il aurait pu se dire, n'importe quoi, la théorie n'est pas bonne, je me suis trompé, etc. Il a dû en se rappeler qu'il a vu quelque part que ça valait moins 1/12, et il a mis moins 1/12 à la place de la somme, il a continué ses calculs, et il a abouti donc à des résultats théoriques qui ont été validés par expérience. Ce qui prouve que sa théorie est juste, pour l'instant en tout cas. C'est ce qu'on appelle l'effet Casimir. Et moi, je trouve ça incroyable. Ça s'appelle, c'est la redoutable efficacité des mathématiques dont parle Eugène Pignon. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là, sur un dernier fractal. Voilà. Merci beaucoup. Oui, donc si vous voulez on peut échanger, si vous avez des questions, j'essaierai de répondre si je peux. J'ai 2 exemplaires de mon livre si vous voulez le feuilleter, et aussi j'ai le livre sur Ada. Donc c'est juste pour feuilleter si vous voulez, après la conférence. Ça vous a laissé sans nom. Quelqu'un qui a levé la main, je crois. Bon, je vais dire où alors. Moi, je ne sais pas si j'ai mal lu ou quoi, mais l'histoire de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, etc., égale moins 1/12. Je ne comprends pas comment la somme d'entiers naturels
plutôt réellement négatif. Mais sinon, vous éclairer alors déjà, c'est vraiment, il faut accepter, je pense que c'est le même saut conceptuel que quand quelqu'un a dit I carré égale moins 1. Voilà. En fait, il faut sortir du cadre classique, il faut rajouter une dimension. En fait, l'idée, alors là après ça devient assez technique, mais si vous me laissez votre adresse mail, je vous enverrai un article que j'ai écrit qui explique bien la théorie. En fait, il faut donner une définition. Attendez, je vais voir si je retrouve. Je vais chercher. Il faut déjà expliquer qu'est-ce qu'on entend. En fait, en gros, là, ce que je vous ai démontré, c'est que si ça a une valeur, la seule possible, c'est moins 1 plus 1. Mais je vais vous. Il faut que je cherche l'article que j'ai écrit, que je vais retrouver. Voilà, l'idée, c'est. Déjà, est-ce que c'est OK pour vous de faire une somme infinie? Voilà. Donc ça, c'est la définition mathématique d'une somme infinie. C'est un des procédés. Mais en fait, on peut trouver d'autres procédés. Par exemple, on peut décider... Bon, ça, c'est un peu technique. On peut prendre... Par exemple, si on calcule cette somme infinie, somme des moins 1 puissance n, z puissance n, elle existe quand z est plus petit que 1. Ça existe et ça vaut 1 sur 1 plus z. Mais si vous remplacez z par 1 dans la formule 1 sur 1 plus z, ben ça fait 1 demi. C'est défini. Donc on va dire que la somme des moins 1 puissance n fait 1 demi. C'est cette définition qu'on va donner. On va dire si la somme infinie, la fonction, on fabrique une fonction, si elle a un sens, si on peut lui donner une autre expression et que cette autre expression elle a un sens, eh bien on va dire que c'est ça la somme. Voilà. Alors on définit différents types de convergence, donc il y a plusieurs manières de définir. Et ce qu'on veut conserver à chaque fois, c'est les propriétés 1 et 2, c'est-à-dire, en fait, j'invente mais c'est comme c'est ce qu'ils font la physique quantique, on invente une théorie qui marche. On veut conserver ces propriétés, les propriétés de linéarité, de calcul que j'ai utilisées. Voilà. Et ensuite, on peut démontrer que les sommes existent, et après, moi, ce que je vous ai démontré, c'est qu'une fois qu'elles existent, qu'on admet qu'elles existent, leur seule valeur possible, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, je peux vous envoyer l'article, il n'y a pas de problème, mais je ne vais peut-être pas détailler trop ici. Mais moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Je vous dis, la première fois que j'ai vu ça, c'était justement Michael Lenné, c'est un très bon vulgarisateur de mathématiques qui a fait une chaîne qui s'appelle MicMath. Je vous invite à aller regarder, tout ce qu'il fait est super intéressant. Et la première fois qu'il fait ça, je me rappelle, ça a duré 10 minutes et j'ai passé 10 minutes à dire non, mais n'importe quoi, c'est trop facile, mais tu racontes n'importe quoi, évidemment, tu travailles avec l'infini, alors tu peux lui faire dire n'importe quoi, etc. J'étais super énervée. Et voilà. Mais en fait, non, ça a du sens. En particulier, ça peut valoir que moins 1 douzième. Donc, ça ne peut pas valoir une autre valeur. Bon, là, ça, c'est le côté technique. Bon, moi, je trouve ça bon, mais bon, il faut... Oui peut-être que vous venez un peu. On reste sur le même sujet. Vous allez parler à la fin, ça montre aussi. Il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas experte en mathématiques, mais d'après ce que j'ai vu, on peut faire des choses assez paradoxales en jouant avec les infinis. Oui, tout à fait. On peut leur faire dire des choses qui sont plus que contre-intuitives. Et bon, c'est des infinis, on arrive sur des paradoxes, peut-être des paradoxes mathématiques. Et là, en fait, c'est une hypothèse que j'ai. C'est pas une affirmation, c'est une hypothèse que j'ai, parce que ça me heurte ce que. Mais c'est bien, c'était le but. Et voilà, je pense qu'il y a peu d'autres branches, pareil, c'est pas une affirmation, qu'il y a peu d'autres branches mathématiques auxquelles on fasse révéler autant de paradoxes, mais on sait qu'il y a des paradoxes mathématiques. Peut-être qu'il faut. Je ne sais pas trop ce que vous appelez paradoxe, parce que si paradoxe c'est quelque chose qui est à la fois vrai et faux, ça c'est pas possible en mathématiques. Enfin, dans ce cas-là, en mathématiques, il ne peut pas y avoir une proposition qui soit à la fois vraie et fausse. C'est le point de vue quantique. Ah oui, ça, oui. Moi, je suis plus côté physique que maths. Oui, quand je dis ça. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez parlé de l'effet Casimir, qui est une sorte d'effet quantique, donc on trouve le 1 sur 12. Enfin, là aussi, sur la quantique, je ne sais pas comment sur le 12. Alors là, je vais
vais pas pouvoir aller sur ce terrain-là parce que, comme je vous ai dit, j'ai rien compris, mais peut-être que Paul il peut me répondre. Qui s'y connaît en physique quantique? Mais cela dit, pour répondre à votre question, sérieusement, là, la théorie des séries divergentes, c'est pas je peux faire dire n'importe quoi, je peux faire un truc n'importe quoi. Non, je dis, non mais au sens pas moi, mais des fois, il y a des séries, il y a des situations où effectivement ça diverge et on peut en changeant les termes de place faire trouver un nombre différent. Mais là, dans cette théorie, qui est la théorie des séries divergentes, donc il faut regarder juste les définitions et j'ai envie de dire les accepter parce que c'est une définition et ça se discute pas. Après, c'est hyper cohérent. Voilà. C'est des définitions qui sont contre-intuitives parce qu'on reste avec les entiers. Moi, ça me faisait penser, ma fille, elle m'avait raconté j'ai un système pour mettre de l'argent de côté. La première semaine, je mets 1 euro, la deuxième semaine, 2 euros, la troisième semaine, 3 euros et tout. Évidemment, je lui dis, c'est pas une bonne idée parce qu'à la fin, tu vas avoir moins d'un 12e sur ton compte. Mais voilà. Donc, évidemment, c'est contre-intuitif. Mais il faut se passer à un autre niveau. En tout cas, cette théorie, elle est déjà je ne l'ai pas inventée. Après, si vous êtes motivé, je peux revenir faire une conférence sur la théorie des séries divergentes. Mais là, il faudra bosser un petit peu, faire des maths avant, on vous fera des maths. Moi, je serais hyper contente de faire ça. Mais en fait, cette théorie, elle est très consistante. Voilà. Ouais. Mais je suis d'accord que c'est très contre-intuitif. Mais c'est ça le pas de côté qu'ont les mathématiques. C'est-à-dire, il faut sortir du monde de j'accumule de l'argent et j'en ai de plus en plus. Non, il faut aller ailleurs. Et, effectivement. Il faut dire ça aux économistes. Ah bah, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Merci pour votre question. J'espère que la réponse n'a pas été trop décevante. Pour rester sur un même sujet, Oula. ça veut dire que la somme des groupes infinis a une valeur finie. La somme des La somme des groupes infinis. Vous parlez de la théorie des groupes? Non, De l'exemple que vous avez donné. Oui, 1 plus 2, ouais. À une somme finie, ouais, une valeur finie. À une valeur finie. Oui. Oui, mais dans un cadre particulier. Ouais. Par exemple, moi, quand j'enseignais en prépa, mes élèves, ils n'avaient pas intérêt à me dire ça. Ils n'avaient pas intérêt à me dire que ça avait une valeur finie. Ils avaient intérêt à me dire que c'est une série divergente et ça tend vers plus l'infini. Oh. Vous voyez, c'était dans le monde, dans ce monde-là, oui. Mais si après, en fait, pour moi, je le compare vraiment aux dimensions. Imaginez, alors il y a des films qui sont faits là-dessus. Imaginez que vous vivez en dimension 2, il y a des trucs, et que vous êtes plongé dans un monde de dimension 3. Il y a des trucs que vous ne comprenez pas, qui se passent dans votre monde, parce que c'est expliqué que par la dimension 3. Je pense que c'est plutôt de cette sorte, de ça. C'est-à-dire, dans le monde des nombres réels, on va dire, classique, oui, ça tend vers l'infini. Mais si on se place dans un monde plus grand, voilà, pour moi c'est ça, c'est un monde plus grand parce que ça ne contredit pas les séries qui convergent, elles continuent à converger là-dedans. Mais dans un monde, on va dire, plus grand, bah là, on peut lui donner une autre valeur. C'est ça, peut-être, comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est ça que permettent les mathématiques. C'est de se placer dans des mondes plus grands. Bonjour, ma question c'est est-ce que la résolution de problèmes mathématiques, qui est une activité spécifiquement humaine, un jour pourra être abordée par l'IA dont vous avez parlé? Ah, vaste question. Moi, ce que j'ai compris de l'intelligence artificielle, c'est que ça va prendre dans un corpus déjà existant et ça va produire des choses les plus probables. Bon, si on reprend pour un texte, par exemple, si vous dites « il était », il va regarder dans tous les textes, il va calculer des probabilités, il va dire en général, après il était, il y a, on met une fois. Donc il va dire une fois. Donc pour les mathématiques, est-ce que c'est la même chose? Après, ils vont peut-être faire des associations que les humains ne font pas, mais il faudra quand même que ce soit validé par un humain. Voilà, c'est un peu ça. Après, peut-être que moi je pense... il y a des choses que nous, les humains, on
ne peut pas faire parce qu'on n'a pas une puissance de calcul suffisamment grande. Mais là, c'est pas forcément l'intelligence artificielle. Mais peut-être que, comme l'intelligence artificielle, elle a accès à un corpus immense, elle peut peut-être aller trouver des similitudes, enfin, mettre sur la voie. Peut-être ça, oui. Mais après, moi, je sais pas. C'est un sujet. Je pense, moi, je reste persuadée, mais peut-être que l'avenir me donnera tort, que la créativité, elle est humaine et elle ne sera pas du côté de l'intelligence artificielle. Ce sera un hasard s'ils arrivent à mettre des trucs. Oui, une intelligence artificielle, elle peut faire un texte qui peut ressembler à un texte poétique. Mais pour moi, il y a tellement l'intention qu'a mis l'être humain dans le truc. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose de. J'aurais tendance à dire non, ce ne sera pas forcément des mathématiques intéressantes, ou ce ne sera pas forcément des mathématiques si nouvelles que ça. Mais bon, je vous ai parlé d'un théorème qui a été démontré avec l'intelligence artificielle. Un ordinateur, c'est une intelligence artificielle. Le théorème de 4 couleurs, on l'a démontré comme ça parce qu'il a pu faire toutes les combinaisons qu'un être humain n'aurait pas pu faire. Tous les mathématiciens travaillent avec des ordinateurs. Donc est-ce que c'est tout seul ou est-ce que c'est avec l'intelligence artificielle? Je ne sais pas. Après, est-ce que l'intelligence artificielle, elle va pouvoir rester toute seule dans son coin et faire des trucs? Bon, peut-être oui, quand les humains auront disparu, il y aura peut-être des intelligences artificielles qui vont continuer à. Je sais pas. Il faut aller regarder du côté de la science-fiction. Après, je ne suis pas une spécialiste de l'intelligence artificielle. Je vous réponds sur un plan plutôt émotionnel. Bon, j'ai quand même fait de l'informatique pas mal, donc quand même, je pense que. Je sais pas. Je pense que. Bon. J'espère que. Est-ce qu'il est arrivé dans l'histoire qu'une démonstration soit apportée, de façon un peu laborieuse, comme l'a été par exemple Fermat, ça a duré 350 ans, la démonstration elle est quand même très joufflue, et que un peu plus tard, quelqu'un d'autre apporte une démonstration beaucoup plus simple du même problème qui avait été démontré de façon très laborieuse avant. Oui, alors ça, oui, il y a des tas de démonstrations qui sont simplifiées, embellies, etc. Ça, c'est sûr, là, sur le coup, j'ai pas d'exemple. Mais en revanche, pour le théorème de Fermat, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas démontrer le théorème, que Fermat n'avait pas démontré le théorème de Fermat, et qu'il n'existe pas de démonstration qui fait appel à des moyens simples qu'il y avait à l'époque. Ça, par contre, ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'on trouvera des embellis, des simplifications. Mais souvent, une simplification en maths, ça passe par définir un nouveau concept qui permet d'unifier des trucs qui étaient très différents et de simplifier l'écriture. Voilà. Mais oui, sinon, bien sûr, il y a souvent des démonstrations qui sont améliorées. Ça arrive même parfois au prof qu'il propose une démonstration et puis qu'un élève il arrive et il a une meilleure démonstration. Donc oui, tout à fait. J'avais une question qui est en lien avec l'Indien et puis les fameuses conjonctures de différentes personnes. C'est l'intuition. Quel est le processus mental qui fait qu'on élabore des idées comme ça, qui sont quelquefois fausses et quelquefois justes? On peut imaginer que l'ordinateur propose aussi des conjonctures qui seront peut-être fausses ou bonnes. Quel est le processus intellectuel qui permet d'élaborer de telles conjonctures? Alors déjà, pour moi, ça touche à tout processus créatif, que ce soit dans la musique, dans l'art, dans la peinture, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va avoir une nouvelle idée? Ça déjà, ça reste un mystère, et je pense que, j'ai envie de dire, c'est bon que ça reste un mystère. Il y a quelque chose qui nous échappe forcément. Mais dans le cas de Ramanujan, c'est pas non plus. Ramanujan, c'est quelqu'un qui passait son temps à calculer. Quand on passe son temps quand on est obsédé par quelque chose, ça se met à chauffer dans le cerveau, ça arrive à tout le monde. Même si c'est sur des petites choses, je sais pas, moi ça m'est arrivé de faire beaucoup de maths à certains moments de ma vie, et effectivement, je rêvais de maths. Malheureusement, j'avais rêvé des trucs comme Ramanujan, mais par contre, je rêvais de maths. Qu'est-ce qui m'est arrivé que j'avais remarqué aussi, la première fois, j'ai fait du ski toute la journée, et dans la nuit, j'ai fait du ski, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que, oui, si on fait tout le temps un truc,
moment donné, il y a... je pense qu'il y a des connexions dans le cerveau qui se font et qui vont faire qu'il y a des choses qui jaillissent. Mais après, il doit y avoir autre chose, parce que typiquement, moi je peux, si je me mets à faire des calculs tout le temps, comme Ramadan, je ne vais jamais sortir les trucs qu'il a sortis. Donc vous voyez, il y a une part, je pense qu'il y a une part qui est spécifique à chaque personne. Bon, voilà, mais en même temps, il y a aussi des choses qui sont parce qu'on étudie ça, parce qu'on travaille, parce qu'on répète, etc. Mais créer quelque chose de nouveau qui ne s'est jamais fait, il y a toujours une part d'inconnu. Donc oui, une intelligence... En fait, le truc, c'est qu'une intelligence artificielle, elle n'a pas de volonté de faire quoi que ce soit. Faut pas c'est pas des êtres humains. Nous, on peut avoir la volonté d'écrire un morceau de musique, la volonté de trouver un théorème. Et par exemple, à un plus petit niveau, pourquoi on trouve, ça par contre, ça m'est arrivé, et c'est sûrement arrivé à beaucoup d'entre vous, mais enfin moi ça m'est arrivé dans le domaine mathématique, par contre ça m'arrive de chercher un problème, de ne pas trouver, je sors dans la rue, je pense à autre chose, et puis pof, je trouve, et sans le vouloir. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, ça a dû continuer à travailler, et à un moment il y a des trucs qui sont mis en place, et j'y suis pour rien. Bon, si j'étais hindouiste, peut-être je dirais que c'est la déesse qui m'a amené la solution à ce moment-là. Mais ça m'est arrivé encore récemment, c'est-à-dire oui, en fait on donne à son cerveau des indications de travailler sur un problème, et puis pof, il y a un truc qui nous échappe et qui donne une solution. Voilà, mais ça nous échappe. Enfin, voilà, personne ne peut encore vraiment toucher ça. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait ou pas, ou si ça correspond à vos expériences personnelles. Non, je suis fasciné par le côté mystérieux de faire. Merci. Bienvenue au club. Mais c'est ça que je fais. Ça ressemble un peu à la musique, en fait, aussi. Complètement. De toute façon, c'est les... moi, ce que je voulais... si j'avais un message que j'aurais envie de vous dire, c'est ça, c'est que les mathématiques, c'est le même processus créatif que n'importe quoi qu'on dit plus créatif. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le livre de David Bessy qui s'appelle Mathematica. Ça doit être le sous-titre genre Un voyage au cœur de nous-mêmes. Et David Bessy, c'était quelqu'un qui a fait des brillantes études de maths, qui était un chercheur en maths, et qui a arrêté à un moment de faire ça pour monter une start-up. Je pense que c'est dans l'intelligence artificielle d'ailleurs. Et en fait, il essaye vraiment d'expliquer comment ça se passait dans son cerveau quand il faisait des maths, etc. Et on n'a pas besoin de bien connaître les maths pour lire son livre, et c'est vraiment passionnant, ça vous donnera des réponses, enfin pas des réponses, mais des pistes sur la créativité. Après, il y a aussi un livre qui a été écrit par Cédric Villani et Carole Beffa, donc un mathématicien et un musicien, où il parle effectivement de ça, de la créativité, des processus parallèles, etc. Mais si vous discutez avec n'importe quel artiste, à un moment donné, il vous dira que quelque chose lui échappe. Sinon, c'est une machine. Voilà. J'avais une autre question qui était sur la créativité des gens. Est-ce qu'elle ne sera pas réduite justement par l'informatique? Ça m'a toujours frappé de voir côté russe d'excellents physiciens, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et à l'époque, les soviétiques n'avaient pas de moyens informatiques considérables, donc il y avait d'excellents physiciens. Par contre, du côté américain, plus il y a d'informatique, moins il y a de créativité, me semble-t-il. Ouais, moi je pense que c'est un vrai souci, et c'est pas forcément faux, c'est peut-être parce qu'il y a de la paresse quand il y a de l'informatique. En fait, c'est ça, la machine elle fait des choses à notre place. Pour donner un exemple, mais à un niveau vraiment petit, entre guillemets, moi dans mon travail avec les élèves, je m'insurge toujours contre les calculatrices parce que, bien que j'utilise des calculatrices aussi, mais typiquement, moi quand j'étais jeune, on n'avait pas de calculatrice, donc pour faire des calculs de fractions, il fallait si on ne voulait pas se faire tuer avec de trop grands nombres et faire des trucs pas possibles, il fallait vraiment qu'on décompose une fraction. Bon, etc. Donc moi, ça m'a donné une certaine dextérité d'analyser la fraction, de la décomposer. Voilà, je la vois, etc. Et du coup, comme j'explique aux élèves, j'ai pris l'habitude de
tous les objets mathématiques que j'ai, je les scanne, je vois si on peut pas les écrire différemment, et je le fais inconsciemment, évidemment. Et du coup, c'est comme ça que je vais dire, oh, tiens, je vais le mettre comme ça, comme ci, etc. Et les élèves qui n'ont pas fait ces calculs parce qu'ils savaient tout de suite leur machine qui faisait des calculs, et en fait, ils ne voient pas ça. Voilà, ça c'est typique. Alors, ils voient peut-être d'autres choses, etc. Mais là, c'est un grand manque parce que du coup, c'est comme s'ils n'ont pas pris la première marche parce qu'ils sont montés avec l'ascenseur, mais après, ils ne savent pas grimper. Voilà, donc peut-être il y a un lien. Moi, je pense que le problème aussi de la créativité, c'est qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas le temps. C'est pas, ah tiens, aujourd'hui, je vais écrire un truc génial. Ou aujourd'hui, je vais faire le super tableau. C'est qu'aujourd'hui, je me mets à peindre et puis on va voir ce qui sort. Et c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc actuellement, avec toute cette technologie qui vient vers nous, il faut être rapide, il faut aller tout de suite, il faut avoir suivre le résultat, etc. Tout ça, pour moi, c'est un peu contraire avec la créativité. Après, il y a le côté aussi se débrouiller avec les moyens du bord. Bah oui, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on se débrouille et ça développe une sorte de créativité, on va dire la créativité du bricole. Puis il y a le côté abrutissement des populations à regarder son écran et à scroller. Donc voilà, c'est aussi un problème de quel temps de cerveau disponible on a pour la créativité. Vu qu'il est pris par Bolloré, donc on va le... Oui. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est quand on parle de créativité, on parle d'un cheminement, d'une réflexion et surtout de quelque chose qui s'appelle l'intuition. Est-ce qu'une machine est capable d'intuiter? Une machine peut donner, il me semble, je ne suis pas du tout mathématicienne, ingénieur, rien, mais on attend un résultat. Et dans le processus, si on parle de processus créatif, et si on parle de création, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition, de la réflexion, un rapport aussi au temps. Tu as dit aussi quelque chose qui est que, comment dirais-je, on tente d'approcher un mystère et de travailler avec ce mystère. Et un mystère, il me semble, ne doit jamais être dévoilé, peut-être éventuellement suggéré par des langages divers, dont les mathématiques, en tout cas ce soir. Une troisième et dernière question. Les mathématiques telles qu'on les connaît aujourd'hui sont le résultat de multiples contributions au fil des siècles. En imaginant qu'il y ait une extinction de l'espèce humaine et une réapparition un petit peu plus tard, est-ce qu'on peut imaginer que les mathématiques ressembleraient point pour point à celles que l'on connaît aujourd'hui, ou est-ce qu'elles diffèrent? Ben en fait, ça c'est la question fondamentale. Est-ce que les mathématiques existent indépendamment de l'homme, enfin de l'être humain? Et donc un mathématicien, quand il fait des mathématiques, est-ce qu'il va créer des mathématiques ou est-ce qu'il va trouver des mathématiques? Vous voyez, c'est plutôt archéologue, etc. Je pense à quelqu'un qui trouve ou est-ce qu'il invente? Alors là, moi, j'ai pas de réponse à cette question, mais quand même, il existe des populations, des peuples qui n'ont pas de mathématiques. Par exemple, si on reprend les Mayas, visiblement, ils n'avaient pas de mathématiques. Enfin, ils savaient compter les dates, etc., mais ils ne faisaient pas vraiment de mathématiques. Donc, je dirais, c'est pas sûr. Parce qu'en plus, nous, maintenant, on dit, bon, bien sûr, on va s'appeler quand on dit, ah, le monde est écrit en langage mathématique, etc. Mais ça se trouve, il est écrit dans d'autres langages qu'on ne sait pas décrypter. Donc, je pense qu'on peut imaginer un monde sans mathématiques. Donc, moi, je ne l'imagine pas, mais je pense que ça s'imagine, et c'est intéressant d'ailleurs d'imaginer qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas de mathématiques. Surtout nous, en Occident, on passe notre temps à être... Enfin, c'est ça qui est paradoxal, quoi. Je veux dire, les gens sont de plus en plus... Enfin, le niveau de français diminue en maths, et on a de plus en plus de maths. On est entouré de plus en plus de maths, donc on comprend de moins en moins le monde dans lequel on vit. Mais parce que... mais voilà, c'est comme ça. Mais je pense que, je sais pas, les Papous, ils n'avaient pas de maths, par exemple. Ou des très peu de maths. Ou il y a des tas de peuples qui c'est pas ça les intéresse pas. Ils cherchent pas à compter, ils cherchent pas à dénombrer, ils cherchent pas à... Et nous, on est passionnés par ça. Voilà. Mais, donc, je passe ça à toi. Voilà. Peut-être c'était long au démarrage, les questions, mais maintenant... Une dernière question, peut-être? Merci. Alors moi, en fait, c'est pas une question, c'est que je voudrais apporter un point de vue un petit peu différent de ce qui a été dit concernant la créativité et l'informatique ou l'IA. Ah, très bien. Pardon? Très bien, oui. super. J'ai
trucs en tête. Le premier, c'est j'ai un neveu mathématicien qui fait de la recherche et qui m'a annoncé à Noël l'an dernier que pour la première fois, ils avaient, un groupe avec lequel ils travaillent avait découvert 2 nouveaux concepts dans les algèbres ramassées, je crois, grâce à une IA qui les avait orientés à un certain moment donné vers une trajectoire de réflexion parmi un grand ensemble de possibilités qu'ils avaient devant eux. Donc c'est pas l'IA qui a fait la découverte, c'est eux, mais sans l'IA, ils l'auraient pas fait. Oui, tout à fait. Le deuxième exemple est, à mon avis, plus intéressant sur la question de la créativité, et c'est un petit peu long, mais il s'agit du logiciel AlphaGo, qui est le premier logiciel à avoir vaincu un champion du monde du jeu de Go. Donc en fait, la version 1 de AlphaGo, on lui avait donné les règles du jeu de Go et on lui avait une bibliothèque de milliers de parties de champions sur laquelle cette IA a travaillé et s'est perfectionnée, et c'est comme ça qu'elle a battu le champion du monde du jeu de Go. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un an plus tard, il y a eu la version 2 d'AlphaGo, et dans cette version, on lui avait simplement donné les règles du jeu, rien d'autre, et on l'a laissé jouer 4 700 000 parties toute seule, et ensuite on l'a fait jouer contre AlphaGo version 1. Donc un tournoi en 100 parties, et le bilan ça a été 100 à 0 pour la version 2 d'AlphaGo, et les champions de Go qui analysaient les parties se sont trouvés face à des grosses surprises, des stratégies auxquelles ils n'avaient jamais pensé. Donc là, je pense qu'on peut dire que cette IA qui a vraiment tout créé par elle-même, à part les règles, a vraiment créé des stratégies complètement nouvelles auxquelles aucun champion n'avait pensé jusqu'à maintenant. Donc je pense qu'on peut parler de créativité, et on a le même exemple avec une IA qui a battu les champions de poker, qui est intéressant parce que le poker est un jeu qui fait intervenir l'intuition et pas seulement la logique. Ben, peut-être. Moi, là, pour les jeux, j'aurais un peu une... Enfin, je ne suis pas complètement convaincue parce que pour moi, c'est une question d'accès à un grand nombre de données. Évidemment, n'importe quel être humain ne peut pas avoir accès à 4 milliards de parties. Donc là, forcément, si on a accès à 4 milliards de parties, on peut aller choisir les bonnes parties et voir des choses qu'on n'a pas vues. Pour moi, c'est pas... Voilà, c'est juste le bémol que je dirais. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que, ok, on lui fait jouer 4 milliards de parties et elle sait très bien jouer au Go. Mais un être humain normal qui sait très bien jouer au Go, combien il a joué de parties? Peut-être juste 100. Vous voyez, c'est pareil pour le langage, pour l'acquisition du langage. Si vous regardez que les enfants, ils acquièrent le langage, on a très très peu d'exemples. C'est ça que je trouve incroyable. Évidemment, en fait, le problème de l'informatique, c'est la quantité. Évidemment qu'on a accès à une quantité de données, heureusement qu'ils dégagent des idées. Enfin, pour moi, ce qui s'est passé avec votre neveu aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que, oui, quand on a accès à une quantité de données, on peut dire, tiens, il y a ça, mais c'est l'être humain qui a dit, bah oui, ça, c'est intéressant. Vous voyez? Bon, pour l'instant, ça ressemble à de la créativité, vue de l'extérieur, de même qu'on peut faire simuler des émotions à une machine. Est-ce que c'est des émotions? Voilà, je sais pas. Mais ça se trouve, vous avez complètement raison, et que les machines vont créer des choses, en tout cas qu'on s'y fera apprendre, on sera incapable de savoir si c'est un être humain ou pas qui est. Enfin, moi je ne pense pas, mais pour l'instant. Enfin voilà,